Alors rebonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts à écouter Aymeric Kanté qui va nous parler de la place de la simulation in situ au sein du service des urgences pédiatriques au CHU de Saint-Étienne. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Aymeric Kanté, moi je suis le responsable des urgences pédiatriques du CHU de Saint-Étienne. Je ne vais pas vous faire un topo sur l'intérêt de la simulation ou la simulation au sens pédagogique du terme. Je vais vous raconter un peu l'expérience qu'on a de mise en place de la simulation aux urgences pédiatriques, ce qu'on en a tiré et comment on a réussi à se dépatouiller de tout ça. Tout ça, c'est très ouvert à discussion. Je suis assez curieux d'avoir vos retours d'expérience à vous aussi, d'ailleurs, pour échanger un peu sur toutes ces problématiques-là. Alors, je vais faire vite, c'est un petit topo, mais en gros, la simulation en santé, les avantages et les bénéfices, ils sont nombreux, ils sont documentés depuis un certain nombre d'années. Il y a des recommandations de bonnes pratiques qui datent de 2012, de la HAS. Je ne vous fais pas tout en détail, mais c'est bien parce que ça améliore la qualité des soins, ça limite le risque d'erreur, ça permet de s'entraîner à tout un tas de choses. Et puis ça permet, en particulier pour nos services d'urgence pédiatrique, de s'entraîner sur des pathologies qui sont relativement fréquentes au niveau du service, mais relativement rares au niveau individuel, en fait. On est assez souvent assez nombreux à tourner, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément très régulièrement. Il a pu le dire tout à l'heure sur les pulpura fulminans, il n'y en a plus tant que ça maintenant, et même les méningites de pneumocoque ou autres, les situations un peu tendues, il n'y en a pas forcément beaucoup. Alors la simulation en santé, c'est pas que le déchocage, ce qu'on imagine, ça peut être plein de trucs. C'est les diapos tirés du guide de bonne pratique. C'est très très large le spectre que ça peut prendre selon les objectifs pédagogiques qu'on a. Ça va de l'entretien jeu de rôle jusqu'à la réalité augmentée avec un casque de réalité virtuelle pour se mettre dans l'ambiance avec des mannequins simulés, en passant par la simulation haute fidélité avec des mannequins qui réagissent, à qui on peut prendre une SAT, à qui on peut faire un TRC, ou des choses un peu plus procédurales avec des simulateurs de pose de voie veineuse. Et chaque type de simulation a ses intérêts pédagogiques particuliers. Alors, nous, aux urgences pédiatriques, juste pour vous présenter rapidement le contexte, on a 39 000 passages par an, c'est médico-chirurgical, on a une sauve. L'équipe médicale, elle est mixte, urgentiste et pédiatre, avec des spécificités et des compétences différentes. Les situations d'urgence vitale, ce que je vous disais, elles sont rares, mais elles sont quand même malgré tout régulières au niveau du service. Et la garde de nuit est assurée pour moitié par des praticiens spécialistes de pédiatrie, qui ne sont pas forcément formés à l'urgence vitale immédiate en particulier, et puis des médecins des urgences pédiatriques qui sont plus formés. Il y a beaucoup d'internes, il y a des docteurs juniors, donc il y a des gens à former. Donc 2018-2020, la nécessité d'intégrer de la formation par la simulation s'est fait assez rapidement sentir, donc on a essayé de réfléchir à comment on pouvait mettre ça en place, sans budget. Donc 2018, je suis allé me former, j'ai fait une formation de formateur en simulation, et il en est ressorti plein de trucs pédagogiques très intéressants qui recoupent un peu ce que je vous ai dit au début, mais je vous laisserai vous documenter plus sur ça, sur comment on fait et qu'est-ce qui est important à faire là-dedans. Et donc on en a déduit un cahier des charges de ce qui était pour nous important dans la simulation qu'on voulait mettre en place, et sur quoi on allait mettre le paquet en termes de pédagogie par rapport au reste qu'on avait probablement laissé un petit peu tomber. Donc la première chose qu'on a dit, c'était que c'était pour l'urgence vitale immédiate qu'on voulait faire de la simulation. On ne voulait pas faire de la simulation pour l'entretien motivationnel, on ne voulait pas faire de la simulation pour apprendre à poser une voix ou de la simulation pour apprendre à poser un intraos, ça c'est d'autres problématiques. On voulait vraiment que ce soit pour le déchocage, parce que c'est ça qui est une situation qui est stressante pour les équipes, pour les médecins qui n'en font pas souvent, pour tout un tas de choses. Il y a une composante dans la simulation qui est, je pense, extrêmement importante, c'est la notion de travail en équipe. Trop souvent, quand on fait la simulation d'un cas clinique, en fait, on fait une devinette médicale en essayant de mettre un cas super rare pour planter l'interne qui va passer la simulation et lui dire, tu vois, t'as pas pensé à ça, c'était nul. C'est pas la bonne façon de faire, je pense. L'axe pédagogique qu'on a voulu retenir là-dedans, c'était que plus que faire un truc médical, il fallait faire un truc médical et paramédical pour que ça puisse mettre tout le monde en situation de simulation et que ça puisse permettre à l'équipe dans son ensemble de s'entraîner à interagir les uns avec les autres. Bon, donc ça, c'était un axe pédagogique qui n'est pas forcément en contradiction avec le premier, mais même si ça peut. On voulait qu'il y ait une prise en charge globale. Donc globale, ça veut dire qu'on voulait s'intéresser à toutes les problématiques de la prise en charge. C'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait des problématiques d'organisation de la salle, on voulait qu'il y ait des problématiques paramédicales de comment s'organiser pour poser la voix, qui c'est qui prépare les médicaments, comment on fait les choses. On voulait qu'il y ait des problématiques médicales aussi, donc quel diagnostic, quelle posologie, quand est-ce que je refais l'examen. Et puis on voulait qu'il y ait des problématiques, ça rejoint un peu le travail en équipe, d'interaction entre les uns et les autres avec qui est dans la place du leader et qu'est-ce que fait le leader, comment il interagit avec les autres et comment on arrive à s'écouter les uns les autres et à arriver à être le plus fluide possible. Donc ça rejoint le dernier point, on voulait
quand on discutait, quand on faisait des débriefings des situations d'urgence vitale qu'on avait dans le service, il y avait toujours, qui revenait régulièrement, un certain cafouillage dans la prise en charge, avec parfois on ne s'écoutait pas, ou mais tu m'as dit ça mais j'ai pas entendu, et puis des espèces de chaos comme ça qui étaient nets quand on faisait les prises en charge et qu'on pouvait améliorer. Et donc faire les simulations, les axes pédagogiques qu'on a retenus, c'était essayer d'améliorer tous ces points-là. Alors c'est au détriment d'autres choses, parce que du coup, on va pas forcément évaluer la performance médicale du médecin, est-ce qu'il est capable de penser au diagnostic de fou. On ne va pas évaluer la pertinence de l'infirmière, si elle est capable de poser une voix en moins de 2 secondes sur un patient choqué. On ne va pas évaluer tout ça, mais en fait, ce n'était pas ce qu'on cherchait, donc ça tombe bien. Donc les réponses qu'on a retenues, bon, pour que ce soit dans la sauve, c'était qu'on allait faire de la simulation in situ, ce qui pose un certain nombre de problématiques. La première problématique que ça pose à faire de la simulation in situ, c'est que quand vous faites de la simulation in situ dans votre sauve, si vous n'avez qu'une sauve, elle est bloquée. Et donc, pendant le temps de la simulation, votre sauve, elle n'est pas utilisable. Et donc, une sauve, ça doit tout le temps être utilisable. Donc, on essaye de louvoyer un petit peu, de faire la simulation aux heures où il y a le moins de passages, où il y a le moins de monde, c'est-à-dire le matin de 9 à 11. Et on se met en condition pour que, si un malade grave arrive, on dégage tous et on enlève tout le matériel. Et puis, tant pis, pour la simulation, elle s'arrête. In situ, ça veut dire aussi d'autres problématiques, parce qu'une simulation bien faite, elle doit être filmée et débriefée avec le film qu'on regarde ensemble après derrière. Ce qui est important pour tout un tas de trucs après derrière. Et donc, il faut du matériel audiovisuel. Et donc, coller du matériel audiovisuel dans la sauve, c'est pas évident, en fait. Bon. L'aspect travail en équipe, je vous l'ai dit un petit peu, on a essayé de faire une composante d'équipe, c'est-à-dire qu'on ne fait pas passer un médecin en simulation, on ne fait pas passer un interne en simulation, on fait passer une équipe. Donc, on fait passer 3 infirmières et un médecin plus un interne. Et éventuellement, un médecin de réanimation, quelqu'un qui représente le médecin de réanimation après pour un appel ou un avis secondaire. C'est bien. Ça pose d'autres problèmes, parce que ça fait des plannings à organiser, ça fait 5 ou 6 personnes à bloquer à ce moment-là. Comment ça s'intègre dans le temps de travail, comment ça s'intègre par rapport au repos des uns des autres. Comment on fait quand les gens ne sont pas disponibles et qu'on est obligé de prendre un interne des urgences pour faire l'interne de simul, parce que du coup, il n'y a plus l'interne aux urgences, il y en a un de moins. Donc selon l'activité, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Après, la réponse qu'on a trouvée pour essayer d'avoir une prise en charge globale, j'ai marqué organisation procédurale. Prise en charge globale, ça veut dire qu'on voulait que des choses soient faites quand même en réel, et que les interactions soient faites, et qu'on soit le plus proche possible de quelque chose qui soit, en termes d'organisation, la réalité. Donc, en fait, il faut qu'on prenne les médicaments, il faut qu'on perfuse, il faut qu'on fasse les gestes qu'on a tendance à faire, mais d'un autre côté, on n'a pas de simulateur haute fidélité pour avec des bras qu'on peut perfuser ou des choses un peu de ce genre-là. Donc, il a fallu trouver des solutions. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Et puis, timing réaliste, pour améliorer la fluidité, c'est la même chose. C'est pour faire une simulation qui se passe comme une simulation, il faut que les gens soient occupés comme ils sont occupés dans la réalité. Quand on fait une simulation intellectuelle, avec un mannequin qu'on pote un peu comme ça, là, on dit tu poses la voix, ouais, je pose la voix, bon, c'est bon, la voix est posée. Alors, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on dit tu poses la voix, ils vont chercher le chariot, ils vont chercher le machin, ils se mettent à 2 infirmières, ils tiennent le bras sur un mannequin qui est pas bien, avec des constantes qui sont un peu limites, il en faut une qui surveille, et puis qui prépare les médicaments derrière, qui sait qui casse les ampoules, etc., etc. Donc on a essayé d'organiser tout ça pour que ce soit réalisable. Donc on a mis une composante de procédural dans ces simulations qui sont donc globales, avec un timing réaliste, avec du procédural et in situ. En réalité, ça fait quand même beaucoup de prérequis. Et il a fallu essayer de trouver des solutions pour ça. Le tout, toujours à budget constant, donc avec le matériel du service. C'est ce que je vais vous présenter un petit peu après. La simulation en elle-même, quand on a fini le cahier des charges, c'est comment on l'organise. Donc on a défini qu'on l'organisait globalement comme ça. C'est de 9 à 12, une simulation ça prend une demi-journée, ça prend le matin. Il faut 1 ou 2 formateurs, en général 2, un médecin et une infirmière. Il y a un temps d'installation de 9h à 9h30. On équipe la salle d'accueil des urgences vitales avec le matériel, le mannequin, le scope de transport, les bidules, tout ça. Il y a un briefing. On prend tous les gens qui vont passer la simulation, on leur explique un petit peu ce qui va se passer. Le but étant pas forcément de les planter sur un cas médical. Au début, je proposais même de leur dire le cas, de leur dire le diagnostic et de leur présenter la situation en détail. Mais en fait, les gens veulent pas. Les gens veulent une situation. Les gens qui passent veulent une situation qu'ils découvrent quand ils arrivent pour se mettre encore plus dans le bain. Donc très bien. Je vous raconte plus le cas clinique maintenant et on le découvre au fur et à mesure. Et donc on explique un peu comment ça se passe, comment on fait la simulation procédurale, comment on utilise les différents dispositifs qu'on a. Ensuite, on fait le cas clinique. Ce qui est étonnamment court quand on fait un cas clinique de déchocage, en gardant un timing réaliste. En fait, la situation est gérée en 45 minutes à 1 heure. Et en vrai, ça recoupe pas mal ce qu'on fait dans la réalité, en fait. Et quand on a effectivement un déchocage à la sauve, on reste dans la sauve 45 minutes, 1 heure, et pas forcément toujours bien plus avant que le malade monte en réel.
Ensuite, il y a un temps de débriefing. Ce temps de débriefing, il est important dans les guides de bonne pratique de la HAS. Le débriefing, concrètement, c'est la grosse partie de l'intérêt de la simulation. Donc le débriefing, c'est l'occasion de reprendre le cas clinique, de commenter un petit peu ce qui s'est passé. Alors on parle assez peu de la situation médicale en elle-même, si on revoit un peu quand même des posos, des machins comme ça avec l'interne. On discute beaucoup du positionnement relatif de chacun, de comment sont passées les interactions, de comment est-ce que vous pensez que vous avez été entendu, comment est-ce que vous pensez que vous avez pu dire les choses, est-ce que tu penses que machin, quand tu as dit ça, il s'est rendu compte que... Donc il y a toute une petite réflexion autour de ça, et ta posture, comment tu penses que tu aurais pu être mieux, etc., etc. Ensuite, on visionne. On regarde la vidéo qu'on vient de filmer, donc on projette sur le projo, et on se regarde pendant le temps où on a fait la simulation. Donc c'est un visionnage auto-commenté. C'est à chacun de dire « Ah bah putain, il s'est passé ça. Non mais attends, c'est pas possible. » Donc comme c'est la sauve, de temps en temps, il y a des allers-retours. Donc il y a des infirmières qui viennent chercher un médicament dans un placard, tout ça. Alors c'est comme si vous avez déjà vu le gorille au milieu du terrain de foot, là, c'est la même chose. Hein. Vous avez quelqu'un qui passe au milieu du déchaud, absolument personne ne s'en rend compte, et on s'en rend compte sur la vidéo après coup. C'est assez rigolo à voir. Et du coup, ça permet de se rendre bien compte de comment l'information est passée entre les différentes personnes. Et puis, ça permet de se rendre compte de tout ce qui s'est passé dans l'ambiance et qu'on n'a pas vu quand on est dans sa propre bulle. Et ça, c'est fascinant et passionnant. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et à chaque fois, on le redécouvre. Hein. Mais quand on est en mode tunnel pour le médecin ou dans sa bulle pour l'infirmière, tout le truc global qu'il y a autour, soit on s'en rend pas compte, soit on s'en fait une idée qui, en fait, à la relecture, est en fait complètement fausse. Et effectivement, ce que j'ai dit, c'est pas passé. Et là, j'aurais dû faire une réévaluation, mais en fait, moi, j'ai fait une réévaluation pour moi et personne n'a entendu ce que j'étais en train de faire. Et donc, il y a tous ces petits trucs-là qui sont assez intéressants à débriefer parce que ça permet de retravailler dessus et justement de se rendre compte après en situation réelle que si c'est important de parler fort, si c'est important de s'assurer que les gens ont bien entendu, etc. etc. Donc pour ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, il faut quand même préparer le matériel la veille et puis bon, globalement, on a la sauve bloquée pendant 2 heures. Alors au début, on était cheap, c'est-à-dire qu'on avait un ordinateur du service, voilà, sur un petit machin du service là. Pour le micro, on avait un petit Jabra de visioconférence. La caméra, elle est là-haut, c'est une caméra de visioconf qu'on a piqué du service. Et le moniteur, il est là, c'est un écran d'un ordinateur du service avec un logiciel gratuit qu'on trouve sur Internet pour faire le scope. Avec des bandes son de scope enregistrées avec l'iPhone et repassées sur Windows Media Player pour que ça fasse du bruit. Je vous dis, c'était à budget constant. Et ça marchait pas si mal en fait, hein, parce qu'on a quand même on avait quand même un scope, on avait quand même des choses, on avait la possibilité de réagir en temps réel et de bouger différentes constantes, et donc avec un cas clinique à la main, bah c'était pas si mal que ça finalement. On était plutôt content de ça. On a fait ça pendant quelques temps quand même. On avait quelques mannequins comme ça, les bases fidélité, ceux qui sont pas, que certains on peut intuber, d'autres pas, et qui n'ont pas de trucs particuliers en dehors du morceau de plastique pour figurer le patient en fait. Hein, c'était surtout ça. Donc c'est pas des mannequins qu'on peut piquer ou quoi. Et donc, il nous fallait quelque chose pour faire un peu du procédural, en particulier pour la pose de voix, les voix d'abord en général, parce que les voix d'abord, dans une situation de déchocage, en fait, c'est une vraie problématique. Et il faut poser la voix, des fois on n'y arrive pas, des fois il faut qu'on mette une intraos, donc il nous fallait des simulateurs de ça. Bon. Du coup, on a créé des simulateurs de ça. Ça existe, hein, les bras, la AirDAL réutilisables, ils sont à 1000 € le consommable. Bon, on ne peut pas se servir de ça, donc on a construit quelque chose. Donc, ce que vous voyez là, c'est notre protocole de montage de simulateurs de VVP. Donc ça, c'est un tube en carton de drap d'examen, sur lequel on a scotché avec un confil 3 sondes nasogastriques ou 3 sondes de sondage urétéral, et qu'on a relié avec un robinet 3 voies à des poches de perfusion, voilà, qui sont parfois remplies de colorants alimentaires pour faire du sang. Les sondes, elles sont de différentes tailles pour mimer des veines plus ou moins difficiles à piquer, et parfois pour jouer, je le dis là, ils ne sont pas toujours tous au courant, mais des fois on en bouche une pour qu'elles soient sûres qu'ils n'y arrivent pas. Donc ça marche bien en fait. Hein. Alors c'est super facile à piquer en fait, hein, en vrai. Hein. Mais c'est pas le but. Le but c'est qu'elles préparent leur aiguille, c'est qu'elles fassent leur chariot, c'est qu'elles prennent le temps de se poser à côté du malade, du bras en l'occurrence, qu'elles tapotent une voie, qu'elles cherchent et en fait qu'elles se concentrent dessus et que du coup elles fassent pas attention à tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça la simulation en fait. C'est pas pour s'entraîner à piquer, c'est pour s'entraîner à, dans le cadre d'une prise en charge globale, à être occupé et préoccupé par la pose de VVP. Donc ça marche bien. Des fois elles n'y arrivent pas, trop souvent elles y arrivent. Et quand elles n'y arrivent pas, oui, je sais, vous êtes bons. Et quand ils n'y arrivent pas, on a mis un simulateur d'intraos aussi. Donc c'est encore plus cheap, hein. C'est une poche de 500 ml de NaCl qu'on a entourée de résine, avec un peu de colorant dedans pareil. Et en gros, il faut la percer, quoi. Et puis il faut réussir à récupérer du liquide qu'il y a dedans, sinon on considère que c'est pas bon. Ça marche pas mal.
en vrai. Donc on a le dispositif. C'est le seul truc qu'on n'utilise pas du service, c'est l'intraos. On utilise on a tous la perceuse ESIO, mais on utilise toujours la même aiguille pour la simulation. Tout le reste de ce qu'on fait dans la simulation, c'est les vrais matériels du service. Si quand on pose une voie, on prend des vrais cathlons du service, par exemple, ce truc-là. Quand on fait des médicaments, on casse les vraies ampoules du service. Quand on prépare l'adré, on casse les vraies ampoules et on prépare la vraie dilution, et ainsi de suite. Le coût n'est pas si exorbitant que ça, hein, ça ne coûte pas grand-chose, en vérité, les médicaments. Puis les cas de simulation qu'on fait, ce n'est pas forcément des trucs très chers. Mais ça vaut le coup de les faire préparer pour de vrai, et ça permet de se rendre compte d'erreurs de posologie, ou de trucs qui étaient mal affichés, ou de plein de trucs de ce genre-là. Bah, ça marche bien. Hein. Et puis bon, ça marchait pas mal. On a réussi à débloquer un budget en 2021. On a eu 10 000 €, très content. Pendant ce temps-là, le centre de simulation du CHU a eu 400 000 €, je crois. Mais bon, on était content d'avoir ça. On a pu acheter du matériel de simulation, donc un vrai scope, qui est un peu plus facilement paramétrable en sans fil avec une tablette, des mannequins neufs, et puis on a pu équiper en matériel audiovisuel. Donc en gros, c'est ça qu'on a mis. Hein. Le scope, c'est le scope Laerdal. Donc c'est bien. On a une petite tablette ici qu'on règle après à distance. On a une caméra 4K qu'on a posée au plafond. Maintenant, on a tout le déchaud en haute fidélité. Et puis, on a mis 2 micros d'ambiance dans la salle. On a fait venir une entreprise spécialisée pour ça. Ils ont fait le repérage spatial, tout ça. Et du coup, maintenant, le son est de meilleure qualité. Et l'image un petit peu aussi. Ça donne ça, maintenant, avec notre salle de déchaud en complet en 4K, avec le scope que vous voyez posé là derrière. Hop, ici. Avec donc la tablette ici et puis le formateur qui est en train de régler le système pour faire passer la simulation. Alors je vais vous montrer rapidement des images de simulation. Voilà comment ça se passe. Donc là, vous avez une infirmière qui est en train de piquer le bras en carton. Vous avez l'autre qui surveille les constantes par derrière. On a le médecin et l'interne qui sont en train de réfléchir à comment on va faire la suite. Pareil, si on prend un petit peu, il y a une infirmière vous voyez, qui est en train de préparer des médicaments au fond. Il y a l'interne qui est en train d'essayer de régler le scope. Il y a le médecin qui est au téléphone, parce qu'un médecin, c'est toujours au téléphone. Une autre équipe pour vous montrer un peu comment ça passe. Hein. Donc c'est toujours la même chose. On a un médecin qui examine, l'interne qui cherche la suite, les infirmières qui prennent les constantes. Et tout ça, c'est des choses qu'après on retravaille en débriefing. C'est le positionnement de chacun, qui est resté auprès du malade, qui c'est qui s'est positionné à la préparation, comment on a fait les choses. Donc on a un micro qui est au-dessus de cette table d'examen et un micro qui est à la banque de préparation là-bas au bout. Et donc en fait on peut indifféremment mettre une piste ou l'autre pour voir qu'est-ce qui s'est dit à tel ou tel endroit, ce qui est relativement intéressant. Je passe vite un peu sur le reste, c'est un peu la même chose. Le sac de transport, une fois que le malade est stabilisé, qui va monter en réanimation. Là, une situation où il n'y a plus personne, aucune infirmière autour du malade. Hein. Tout le monde a repéré tout de suite. Tout le monde est en train de préparer des choses et le médecin est encore au téléphone. Voilà, avec des choses, je crois qu'on a une médecin qui pose l'intraos à un moment ici, pas loin. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, les cas cliniques, 2 minutes. On est bon, on arrive à la fin. Les cas cliniques, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Alors, je vous ai mis juste à titre illustratif. Ça, c'est un bébé d'1 mois et 7 jours qui a de la fièvre, et maman et le grand frère qui ont le Covid. En fait, c'est un choc septique à strepto B à la fin, qui ne va pas forcément très bien, et qu'on transfère en réanimation. Ce qui est intéressant à voir, c'est que sur cette fiche de cas clinique, on a des objectifs pédagogiques, donc retenir le risque infectieux néonatal, gérer le sepsis néonatal, penser à la triple antibiothérapie. On a aussi le délai de rendu des résultats, parce que c'est pareil, quand on envoie une prise de sang et qu'on demande le résultat, en fait, on l'a pas tout de suite du labo. En simulation basse fidélité, on donne les résultats tout de suite. En vrai, la nouille, il faut qu'elle prélève du machin coloré en rouge, qu'elle le mette dans des tubes, qu'elle le mette dans un sac et qu'elle le passe à une collègue. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on déclenche le chronomètre et qu'on leur rend le résultat un quart d'heure, 20 minutes ou 25 minutes après. Pour essayer d'être dans cette histoire de timing réaliste. Même cas avec une pneumopathie hypoxémiante pour laquelle il fallait mettre augmentin, vanco, clinda à la fin, une petite canémoptysie qui est en fait probablement un streptome. On en parlait tout à l'heure. Alors pour terminer, juste pour faire le bilan de cet exemple, pour vous montrer un peu ce que ça peut donner la simulation in situ dans des urgences pédiatriques, on en fait 9 à 12 par an. J'aimerais 12, on n'y arrive pas tout à fait. En particulier au cœur de l'hiver, on n'arrive jamais à bloquer le déchaud pendant 3 heures, c'est illusoire. Je crois qu'il y a une satisfaction des apprenants, en tout cas quand on leur demande, c'est plutôt ça. Il y a eu une amélioration des procédures et de l'organisation. On a dépisté plusieurs erreurs qu'on avait dans des ampoules qui n'étaient pas au bon endroit, des posologies qui n'étaient pas les bonnes affichées au mur, tout un tas de choses comme ça dont on s'est rendu compte. On est en train d'envoyer d'autres médecins et infirmières se former pour être formateurs, et donc on a prévu d'en faire plutôt plus. Voilà. Les limites quand même, c'est ce que je vous ai dit un petit peu, c'est qu'il y a le temps de travail, parce qu'en fait il faut que ça se cale dans les plannings, mais c'est pas forcément évident, ça fait des heures sup, quand on peut payer des heures sup.
Ça occupe la sauve, et ça c'est un vrai problème, mais en fait c'est indispensable puisque c'est in situ, donc c'est pas réglable comme problème. Ça fait qu'au cœur de l'hiver, l'épidémie de bronchiolite, on n'arrive pas à en faire. On en fait surtout au printemps, automne et un peu à l'été quand il n'y a pas trop de vacances. Et puis comme tout le reste dans un service d'urgence pédiatrique qui déborde de partout, ça c'est encore en plus de tout le reste. Voilà. Merci pour cette présentation et notamment pour les tips pour la simulation low cost. Dans la salle, est-ce que tout le monde a déjà participé à une séance de simulation in situ ou une séance de simulation tout court? Levez la main pour qu'on ait un peu un ordre. Et est-ce que c'était dans ces conditions de réalisation ou est-ce que c'était différent? Est-ce que vous avez des expériences, d'autres expériences à nous apporter dans d'autres centres notamment? Alors, je vais me tourner vers Clermont. Avec les filles des urgences, comment ça se passe, vous, pour les simulations aux urgences? Qui monte le son du micro. Attends, j'ai pas le son. On m'entend pas? Oui, on fait plusieurs niveaux de simulation. On commence déjà avec les externes, avec les internes. Après, aux urgences, on fait des séances de simulation. Il y a plusieurs niveaux. On fait avec les paramédicaux. On a monté une grosse formation avec un e-learning et après des séances d'ateliers. Et des séances de simulation un peu plus réalistes couplées avec la réanimation. On les fait pas au déchocage. On a un labo de simulation qui est très adapté pour les tout petits, qui sert aussi pour la salle de naissance, la gynéco. Et on fait aussi des fois on a pas mal de matériel quand même en scope, en mannequin. Mais des fois on prend les mannequins, les chariots on a des chariots en fait exprès dédiés qui ressemblent à nos chariots d'urgence, qui sont dédiés à la simulation. Et on essaie de faire au mieux, mais on fait pas dans les déchocages par contre. Parce qu'en fait, faire revenir des agents sur des temps off et ne pas être sûr que la salle sera disponible, ça marchait pas. Ça nous est arrivé une fois de devoir annuler la simule sur 4 ans qu'on en fait. Ouais, c'est un problème, hein, c'est sûr. C'est pas réglable en plus. Hein. À part faire les simules de la nuit, on peut pas faire grand-chose. Mais je pense que ça apporte tellement, en fait, sur l'organisation du déchocage et sur la structuration dont même l'environnement en général est fait, pas que les personnes. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose, à mon avis. Si vous avez les moyens, ça vaut le coup. Une dernière question. Ma question, c'est juste les financements, vous les avez eu comment? Les financements, on fait de la recherche clinique dans le service et des fois on a des budgets de recherche clinique. Parfois on arrive à finir les études sans utiliser tout le budget clinique et donc il reste sur un compte quelques sous. Parfois cet argent disparaît complètement parce que l'administration rembourse les prêts, les machins, tout ça en ponctionnant dessus. Et là on l'a détourné avant. Voilà. Petite question piège peut-être, en haut. Christian de Grenoble, on fait de la simulation aussi dans l'hôpital, dans notre service, et ailleurs aussi que dans notre service. La question que je me posais et que je te pose, c'est l'évaluation. En fait, on fait beaucoup d'évaluations par satisfaction, c'est souvent ce qui est fait dans ce genre de pratique. Est-ce que, je ne vais pas parler d'autres formes d'évaluation, mais est-ce que tu ressens, toi, dans les séances que tu fais, avec le temps, là ça fait 3-4 ans maintenant déjà que vous avez commencé, une modification des pratiques, une amélioration de cette organisation de prise en charge de sauve? Est-ce que vous avez essayé d'évaluer ça d'une façon ou d'une autre sur l'efficacité? Alors, on ne l'a pas évalué sous la forme de questionnaire ou sous la forme de critères objectivables qu'on suivrait dans le temps. En plus, c'est un peu faussé par le fait qu'on surveille de mieux en mieux, c'est qu'on fait de plus en plus de RMM, ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de problèmes, ça veut dire qu'on fait de plus en plus d'attention, j'espère. Au quotidien, je pense, des échanges individuels avec les gens, que un, ils en sont contents, que deux, ça modifie leur pratique, ça diminue un peu le stress, et puis c'est du vécu, mais on sent bien que ça change des choses parce qu'on a des réflexions du genre « Ah oui, ça, on l'a déjà fait en simule ». Et puis, ça nous permet surtout, c'est pour ça que j'insistais sur le déchocage tout à l'heure, en fait, plus que les améliorations personnelles, de baisser le stress des gens, ça nous a permis d'avoir un ensemble d'environnements, et au sens large, c'est-à-dire de gens aussi habitués à travailler dans cet environnement-là,
qui améliore la fluidité des prises en charge. C'était un de nos objectifs au début, en fait, et c'est exactement ça que ça a fait. Maintenant, ils savent plus facilement où est rangée l'adrénaline, comment on va trier les trucs, que telle ampoule, il faut faire attention, c'est pas telle autre, etc., etc. Alors quand ils le font pas souvent, ils ne le voient pas forcément de la même façon. Et ça a vraiment changé. On le voit en simule, on le voit en situation de déchocage, les gens sont quand même moins stressés, je trouve. C'est vrai, c'est le ressenti. Pour l'instant, je ne l'ai pas objectivé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se rend compte que, à part la formation, parce qu'il faut être formé pour encadrer une simulation, on peut commencer au sein du service avec juste la force qu'on a. Il en faut un peu, je pense. J'ai fait la formation, mais j'étais le seul quand on a commencé, et là on envoie d'autres médecins se former maintenant pour élargir un peu l'équipe. Merci beaucoup d'avoir présenté cette expérience. Maintenant, on a le plaisir d'avoir parmi nous le docteur Michard Lenoir et le docteur Guinet, qui vont présenter le docteur Pierre Talas, qui vont nous présenter le groupe de travail. Stéphanie, quand elle a présenté le réseau et la filière pédiatrique ce matin, vous vous souvenez, elle avait dit que le Résuval, avant qu'on ait fusionné les réseaux, avait déjà un groupe de travail sur les morts inattendues du nourrisson. Et du coup, en fusionnant les réseaux, le Urjara a continué ce travail en lien avec les 4 médecins référents des centres de référence des mines de notre région, et puis le docteur Guinet, médecin légiste aux HCL, qui nous a accompagnés aussi sur ce travail. Et on a le plaisir d'avoir sorti la procédure que vous avez probablement vue, qui est sortie il y a 2-3 semaines là. Et puis aujourd'hui, on va avoir la chance de la discuter après la présentation. Bonjour, donc moi effectivement je suis le docteur Michard Lenoir, je suis pédiatre au CHU de Grenoble et je m'occupe du centre de référence des mines de Grenoble. Donc tout à l'heure Aymeric il vous a dit que les déchocages c'était pas hyper fréquent, donc il fallait s'entraîner. La mort subite c'est encore moins fréquent, on va y revenir. Et je pense que c'est vraiment une situation où il faut avoir un peu les idées claires de ce qu'il faut faire, au moins pour la personne qui intervient au domicile, et c'est un peu l'objet de cette procédure. Moi, j'ai présenté la procédure grenobloise au Rhénau en 2018, et c'était vraiment comme ça que j'avais réfléchi le truc, que ça soit assez didactique. Donc, pour revenir un petit peu à de l'historique, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ça très très bien, en 86, j'y reviendrai, il y avait environ 2500 décès par mort inattendue sur le territoire français. Donc, c'était une véritable catastrophe épidémiologique. Et donc, les pédiatres se sont organisés en centre de référence des morts subites du nourrisson, avec 92-94 les premières recommandations scientifiques puis grand public ont permis de diminuer de 80% cette fréquence. Les recommandations de l'HAS, j'y reviendrai. Et nous, centre de référence, on s'est regroupés en une association qui s'appelle l'Ancremine, l'Association nationale des centres de référence des morts inattendues du nourrisson. Pour la petite histoire, on est en train d'essayer de créer une société savante à partir de cette association. En 2015, c'est l'OMINE qui a été créée à Nantes, et donc on incrémente toutes les situations de décès de tous les centres de référence. Je dis tous les centres maintenant parce que depuis l'année dernière, on est arrivé à raccrocher tous les centres de référence. Je ne sais jamais si c'est 34 ou 36, on s'en fiche un peu. Voilà, et on incrémente cet observatoire avec tous nos cas, l'idée étant de faire du travail épidémiologique, de la prévention, etc. En 2016 a été créée la Société française de pédiatrie médico-légale. Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. À la fin, vous comprendrez. Et le plan ministériel des violences faites aux enfants en 2019, qui aussi est intervenu là-dedans, pour aboutir finalement en 2023 à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le cahier des charges et la procédure qu'on a élaboré et issu de ce fameux cahier des charges sur lequel on a travaillé vraiment de longs mois.
Pour revenir à l'épidémio, je vous ai déjà dit l'essentiel des chiffres. Hein. Donc, dans les années 80, fin des années 80, on a commencé à coucher malheureusement les enfants sur le ventre et on a vu augmenter tous ces cas avec donc en 91-92 les pires années, 2500 décès à peu près et les recommandations qui ont permis de faire diminuer ces fréquences de façon très très importante. Hein. Et vraiment ça c'est presque le message le plus important, hein, mais j'y reviendrai en toute fin de présentation. Un bébé ça dort sur le dos, voilà. Donc, pour reprendre des chiffres, hein, aujourd'hui, la mort inattendue de nourrissons, c'est à peu près 300 décès par an. À la louche, hein, on va retenir un par jour. Hein, et les morts subites, c'est à peu près la moitié de ces décès. Hein, je vais vous différencier ensuite quand est-ce qu'on va dire mort inattendue, quand est-ce qu'on va dire mort subite, avec un sexe ratio de 1,32. C'est un peu comme tout en pédiatrie. Hein. Les garçons, ils font plus de morts subites, ils sont plus souvent secoués, ils font plus souvent d'invagination. Bon, bref, voilà. On ne sait pas bien pourquoi, dans la mort subite, il y a plus de garçons. En tout cas, c'est un fait épidémiologique. Voilà. Et pour en revenir à mon propos, hein, la moitié de ces décès pourraient être évités si les bonnes conditions de couchage étaient respectées. Pour exemple, les 3 dernières morts subites prises en charge à Grenoble, c'est tous des bébés couchés en co-sleeping. Voilà. Alors, pour différencier mort inattendue, parce que c'est toujours très confus dans votre esprit, mort inattendue, mort subite, la mort inattendue, c'est vraiment la mort survenant brutalement chez un nourrisson, alors que rien dans ses antécédents connus ne pouvait le laisser prévoir, et ça justifie d'un bilan très complet, l'objet de ma présentation. C'est donc une circonstance de décès qui est reconnue dans la CIM 11, alors que le syndrome de mort subite du nourrisson, c'est vraiment le moins de 1 an qui reste inexpliqué après une investigation approfondie comportant la réalisation d'une autopsie complète, l'examen de la scène du décès et la revue de l'histoire clinique. Donc vraiment, le groupe entier, quand le bébé décède à domicile, ça va s'appeler une mort inattendue et on va retenir le diagnostic de mort subite que lorsqu'on aura fait toutes les investigations. Je reprends les recommandations d'HAS. Antérieurement, on prenait en charge les bébés que jusqu'à 1 an. Les recommandations de la HAS sont passées à 2 ans. J'y reviendrai tout à l'heure. Il est question d'étendre ça jusqu'à 6 ans, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés probablement. Et en avril 2023, on a élaboré ce fameux cahier des charges dont est issue notre procédure. Alors ce cahier des charges, cette diapo, c'est avec l'autorisation de la médecin légiste de Grenoble, hein, parce que c'est une de ces diapos à elle, je me serais jamais permis de représenter la médecine légale sous cet aspect-là. C'est vraiment la rencontre de 2 mondes. Hein, le pays des bisounours, la pédiatrie, la médecine légale, avec au centre donc l'UAPED, la Société française de pédiatrie médico-légale. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre ce nouveau cahier des charges. C'est vraiment une procédure commune médicale et médico-légale, de façon à la fois à rechercher de façon rigoureuse et systématisée la maltraitance et les homicides, et d'identifier les morts accidentelles pour pouvoir faire de la prévention. C'est vraiment l'idée de ce cahier des charges, c'est de travailler, c'est pour ça que j'ai mis le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, l'Ancremine, la Société française de pédiatrie médico-légale et le petit logo de la Société française de médecine légale. C'est tout l'objet de cette procédure. Donc c'est une réflexion commune de tous les acteurs dans l'intérêt des enfants et des familles, de façon à ce que les prises en charge soient tout à fait globales. Alors pour illustrer mon propos, histoire vécue au CHU de Grenoble, cet été on a pris en charge un petit bébé de 4 mois pour un syndrome du bébé secoué. Vous allez me dire, ça y est, pourquoi elle me parle du bébé secoué? Elle est venue me parler de la mort subite. Bon. Dans l'interrogatoire, on reprend, c'est votre premier bébé? Non, c'est le deuxième, mais enfin le premier, il est décédé. Ah, ok. À 2 mois de vie, enfin je crois qu'il avait 2 mois de vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, il est décédé, mais en fait, non, il n'est pas allé à l'hôpital, on l'a gardé, puis on a fait les démarches auprès des... Voilà. Donc en fait, ce bébé, il était décédé à domicile 1 an avant,
Hein, et on a récupéré les feuilles du SAMU, j'ai caché d'où ça venait parce que voilà. Et en fait, ce bébé, il a été laissé à domicile. Il a été laissé à domicile, il n'y a pas eu d'investigation. C'est pas de la région, hein. C'est ni Grenoble, ni Lyon, ni enfin c'est pas du tout de chez nous. Donc, et en fait, le médecin du SAMU, il a signé nourrisson confié aux parents après discussion avec la régulation mort naturelle. Voilà. Et donc ça, bah, je crois qu'il faut oublier, il ne faut pas que ça arrive, d'autant que quand à la lecture de ce qui s'est passé pour la petite sœur, on peut se dire que peut-être que celui-là aussi, éventuellement, il avait subi des maltraitances. Alors, on vous appelle pour un bébé qui est décédé à domicile ou qui a fait un malaise grave, enfin bon, et vous vous retrouvez là et vous vous dites « Ouh là là, il va falloir que je gère le bébé, est-ce que je fais un obstacle, le certificat de décès, le PROC, est-ce qu'il faut que je l'appelle, les parents, le CRMIN, le transport du bébé, les transports des parents, la fiche SAMU ». Enfin, vous vous retrouvez devant un truc où vous vous dites, et puis il y a aussi éventuellement la nounou ou la personne chez qui est décédé le bébé, le carnet de santé, éventuellement le jumeau, le triplé, les autres enfants, enfin j'en ai oublié, et vous vous dites, ouh là 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 là, et là le stress vous prend, d'autant que vous n'avez pas bien l'habitude, parce que comme on a dit, ça arrive quand même pas hyper souvent. Nous, sur Grenoble, alors Lyon, elle nous dira, Alice, une vingtaine chez vous, je crois. Nous, c'est... Les mauvaises années, c'est 10, les meilleures années, c'est 6, entre 6 et 10. Voilà, donc c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et nous, l'idée de cette procédure, c'est vraiment de vous guider depuis le domicile, enfin là où est survenu le décès, jusqu'à l'hôpital. Et donc, c'est un peu l'objet de cette procédure que j'ai remise là, sous cette forme. C'est ça dont vous allez disposer. Alors, la première étape, quand vous prenez un bébé qui est décédé au domicile, c'est dois-je poser un obstacle médico-légal? Une fois que vous avez bien sûr constaté le décès, complété la fiche annexe, mais on y reviendra parce que c'est peut-être pas l'urgence du moment, mais là vous vous dites, bon, est-ce que je dois poser un obstacle pour ce bébé? Et pour ça, on a élaboré un certain nombre, dans cette procédure, il y a un certain nombre d'annexes. Une de ces annexes, c'est vraiment l'aide à la décision de mention de l'obstacle médico-légal sur le certificat de décès. On a bien spécifié que c'était une liste non exhaustive et non opposable. Et dès le lieu du décès, vous avez un certain nombre de situations sur lesquelles vous pouvez ou vous devez poser un obstacle médico-légal. Alors, c'est la survenue du décès alors que l'enfant est confié à un tiers, c'est des explications floues, le refus des parents du transport, les lésions cutanées d'allure suspecte, etc., etc. Une fois que vous avez décidé oui ou non, on va décliner un petit peu le reste de la procédure, en sachant, et ça c'est hyper important, que même si le certificat de décès est établi sans obstacle médico-légal, à chaque étape de la prise en charge, un signalement judiciaire peut être envoyé secondairement au procureur qui fera basculer la procédure dans une procédure médico-légale. Ça, c'est, voilà, nous, ça nous est arrivé, une des dernières qu'on a, enfin, une de celles du mois de mars, finalement, c'est au moment de l'autopsie que le signalement judiciaire a été rédigé parce que le médecin qui faisait l'autopsie a mis en évidence qu'il y avait des hémorragies au niveau cérébral. L'idée, c'est de ne pas passer à côté d'une situation de maltraitance, même si l'on sait que seulement 5% des décès sont en lien avec l'intervention d'un tiers dans le déterminisme du décès et que la majorité de ces décès sont des morts naturelles. Mais on va pouvoir dire mort naturelle qu'une fois qu'on aura exploré ces bébés. Et donc, à ce titre, l'OML doit être questionnée de façon systématique, mais posée avec discernement. Alors, j'ai mis la petite photo des Gaulois, parce que les Lyonnais, eux, ils ne sont pas tout à fait dans ce trip-là, ils vous expliqueront ce qu'ils font. Voilà, eux, ils font un obstacle médico-légal systématique. Bon, peut-être ils vont sortir de leur petit village et ils vont nous expliquer ça. J'ai essayé de mettre un peu de légèreté dans ma présentation parce que c'est quand même pas un sujet hyper drôle. Alors,
vous décidez donc de poser un obstacle médico-légal et qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? J'ai juste repris la procédure, hein. J'ai juste fait des copies de la procédure, donc c'est comme ça que c'est notifié dans la procédure. Donc le SMUR appelle le SAMU qui déclenche l'intervention d'un officier de police judiciaire et attend son arrivée. Le médecin sur place signe le certificat de décès avec obstacle. Il ne faut plus toucher ni l'enfant ni l'environnement jusqu'à l'arrivée de l'OPJ. Et en attendant le transfert du corps, ça moi c'est un truc que je ne savais même pas, hein, j'ai découvert ça, voilà. Fermer les portes, les fenêtres et arrêter l'éventuel chauffage, tout ça c'est pour que les données soient tout à fait rigoureuses. Et puis le SAMU, il appelle le centre de référence, il fait une conférence à 3, il lui dit bah voilà, j'ai un bébé qui est décédé, je vais poser un obstacle, je te préviens, je te rappellerai pour. Enfin bon, bref, vous faites votre job quoi. Voilà. Et attention, c'est toujours pareil, hein. Dans notre tête, nous, obstacle médico-légal, eh ben, obstacle médico-légal, ça veut dire autopsie médico-légale, ça veut dire enquête judiciaire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, c'est le procureur qui va décider s'il poursuit. Tu veux prendre la parole? Qui poursuit, c'est le procureur qui va décider s'il poursuit ou non la démarche médico-légale, et donc c'est lui qui va décider s'il y a une autopsie médico-légale. C'est pas nous. Nous, on décide qu'il y a un obstacle, ou alors on fait un signalement judiciaire pour lui signifier notre inquiétude sur ce qu'on a constaté. Je vais juste compléter pour fermer les portes, les fenêtres, etc. Alors, de une, c'est si effectivement il y a l'obstacle, il y a la procédure judiciaire, on peut être appelé, nous les médecins légistes sur place. Ça peut arriver parfois, puisqu'on est d'emblée devant un cas de mort extrêmement suspect ou criminel. Et c'est pour la détermination, ce qu'on appelle du délai post-mortem. C'est extrêmement important qu'on ait des données en fait figées pour pouvoir faire ça. C'est aussi, par exemple, fermer les portes et les fenêtres, c'est pour éviter aussi, par exemple, les mouches qui arrivent rapidement, hein, non, mais clairement, et la contamination du corps, enfin la colonisation plutôt du corps. Et le chauffage, c'est pour éviter que l'enfant, il ait un processus de putréfaction avancé. C'est horrible hein, ce que je dis, mais malheureusement, c'est la réalité. Et ça, c'est extrêmement important. Même si vous posez un obstacle, c'est le procureur qui décide vraiment, à la fin, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut poursuivre ou pas en médico-légal? Et il peut faire ce qu'on appelle une levée de l'obstacle médico-légal. Dans ce cas-là, ça rebascule en scientifique. D'accord? Donc, c'est pas vous qui allez décider s'il y a autopsie, s'il y a procédure. Vous signalez juste s'il y a quelque chose qui cloche. Donc, obstacle. Je vous avais dit qu'on ne parlait pas le même langage. Alors après, il y a... Non, on ne pose pas d'obstacle. Donc là, ça va être une procédure scientifique. Et donc là, pareil, il faut appeler le centre de référence des mines. Donc j'y reviendrai, mais les coordonnées des différents centres de référence sont mises également en annexe. On fait une conférence à 3, ce qui se fait assez facilement. Et la question à poser, c'est est-ce que la famille est OK pour le transport vers le centre de référence pour les investigations. Ils sont d'accord, on poursuit, on décline la procédure toujours dans le cadre d'une procédure scientifique. Les parents ne sont pas d'accord avec le transport du corps et à ce moment-là, on rebascule en procédure judiciaire. Voilà. Donc c'est vraiment et là j'ai remis parce que j'insiste, voilà, le signalement judiciaire il peut être fait dans un second temps. Le transport. En cas de procédure judiciaire aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que même si les parents, en cas de procédure judiciaire, même si les parents ne sont pas d'accord, de toute façon c'est la même chose, c'est la procédure judiciaire qui prévaut, d'accord? Donc ça vous avez. Voilà. C'est pour ça que c'est pas détaillé. Voilà. Alors, le transport, parce que ça c'est l'autre élément un petit peu novateur de cette procédure. En cas de procédure scientifique, là, ça ne change pas tellement de nos habitudes. On privilégie le transport médicalisé au centre de référence. On propose aux parents d'accompagner, de porter l'enfant dans le véhicule. S'il y a une place assise, ceinturée, disponible. Voilà. Bon, quand même poser la question. Et s'il y a un obstacle médico-légal,
la présence des parents doit être validée par l'OPJ. Alors c'est un peu à l'envers ma présentation, mais vous allez comprendre le déroulé. Donc si c'est une procédure judiciaire, le SMUR demande à l'OPJ si l'autorité judiciaire autorise le transport au CRMIN. Il informe le SAMU, le CRMIN de la décision, et à ce moment-là, c'est un transport. Alors, s'il ne veut pas, là, c'est l'OPJ qui appelle le transport par pompe funèbre directement vers le service de médecine légale. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'on reçoive, que le CRMIN soit informé de la prise en charge de ce bébé et qu'on puisse recevoir une copie de la fiche SMUR qui a été établie. Et si l'OPJ est d'accord pour que le bébé soit transporté jusqu'au CRMIN, il informe le médecin et c'est toujours un transport médicalisé. Nous, ça s'est produit il n'y a pas très longtemps. C'était un bébé de mi-septembre, il y avait un obstacle et en fait le bébé a été transporté par le SAMU et l'OPJ m'a dit non mais c'est bien comme ça, il va bénéficier de toutes les explorations. Il avait déjà bien intégré toute la procédure. Et puis il y a un courrier informatif pour les parents, je détaillerai ensuite. Si les parents sont présents, il faut proposer donc aux parents d'accompagner dans le véhicule et de porter le bébé. C'est un transport sanitaire. Dans le code de santé publique, c'est décliné comme un transport sanitaire. Donc, on devrait pouvoir organiser ça sous cette forme-là. Il faudrait arriver à penser à récupérer le carnet de santé, ça serait bien. Il faut informer les parents qu'en cas de jumeaux, triplés, bon, j'ai pas mis quadruplés, etc., mais tous les enfants du même âge devraient être pris en charge dans un service de pédiatrie. Ce n'est pas nécessairement le service de pédiatrie du lieu où va être pris en charge l'enfant, mais peut-être plus proche du lieu d'habitation des parents. Et puis, il arrive des fois des parents qui ne veulent pas se déplacer. Il faut les informer qu'ils seront contactés par le CRMIN pour les démarches administratives. Les parents non présents, décès chez une nourrice, décès chez les grands-parents, etc., dans la mesure du possible, ça paraît assez logique, mais en tout cas, c'est noté comme ça dans la procédure, ne pas annoncer le décès par téléphone, leur proposer de se rendre sur le lieu de prise en charge pour l'annonce si la temporalité de l'intervention le permet, sinon leur dire que l'enfant va être transporté dans l'établissement X et prévenir les professionnels de l'établissement. Alors la prise en charge des parents, donc comme je vous ai dit, il y a un petit courrier qui a été élaboré. L'idée, c'est que ça soit le même courrier pour tous les centres de référence qui dépendent de cette procédure. Et donc où il est expliqué que votre bébé vient de décéder, la haute autorité de santé a fait des recommandations, ce bilan est important, etc., et qui notifie où l'enfant va être transporté, dans quel service et qui peut être joint où. Et bien sûr expliquer aux parents qu'il va y avoir un entretien médical et un accompagnement psychologique qui va être proposé, et puis ce fameux document d'information. Alors, la fiche de liaison, donc c'était une fiche qui était déjà existante dans les recos de l'HAS, qui a juste été un petit peu modifiée, mais à la marge, et qui reprend, alors c'est sur, je sais plus, sur 3 pages au moins, 3 pages. J'ai juste fait les grands titres, donc l'identité du bébé, bien sûr, les circonstances de découverte, l'aspect de l'enfant et l'examen clinique, l'intervention des secours, l'environnement de l'enfant au moment du décès, ça c'est ultra important. Parce que des fois, les parents, ils se rappellent même plus comment ils ont retrouvé leur bébé dans le lit, et des fois, il n'y a que le médecin ou les pompiers qui interviennent sur place qui seraient capables de nous dire il était couché sur le ventre, sous une couverture, avec un oreiller. C'est vraiment super important de nous donner ces informations-là, de les noter, au mieux de faire des photos. Bon, je comprends que ça soit un peu compliqué, mais en tout cas, ces données-là, des fois, vous êtes les seuls à en être détenteurs. Et des fois, les parents, même eux, est-ce que c'est du déni? Est-ce que je ne sais pas, ils se rappellent plus vraiment. Et de l'année dernière que j'ai pris en charge, le médecin du SAMU avait pris une photo. Quand j'ai vu la photo et quand
comparé à ce que m'ont rapporté les parents de comment était couché le bébé, c'était pas du tout la même, quoi. Hein. Voilà, donc hyper important. Si vous pouvez la remplir, alors c'est, j'imagine, plus faire. Voilà. J'imagine que c'est assez fastidieux, surtout, comme je vous ai dit, avec la charge émotionnelle que représente la prise en charge d'un bébé dans ces circonstances-là. Je comprends tout à fait que ça soit un peu compliqué et difficile pour vous, mais pour nous, c'est vraiment très important. Dans cette procédure, il y a les coordonnées des différents centres de référence qui dépendent de la région dont dépend Urge-ARA, donc Clermont, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, avec les numéros de téléphone et les référents, les identités des référents. Voilà. En résumé, le premier médecin sur place, il constate le décès, il annonce le décès aux parents. Ça vous paraît bête, mais moi, une fois, un médecin du SAMU m'a amené le bébé, il était intubé et les parents n'étaient pas au courant que le bébé était décédé. Donc c'est quand même ultra inconfortable pour tout le monde, ce genre de situation. Il réalise un examen clinique complet et minutieux, il recueille les circonstances du décès, il signe le certificat de décès sur place. Alors je ne sais pas si dans tous les SAMU, maintenant, il y a des certificats de décès qui sont faits par voie informatique, mais en tout pas encore. Bon, voilà. En tout cas, ça c'est vraiment aussi un des éléments importants de cette procédure. Il compulse le carnet de santé, éventuellement il fait des photos et il remplit la feuille de renseignement qui suivra le bébé. L'idée, c'est vraiment d'identifier dès la prise en charge une situation justifiant d'un obstacle, soit une situation suspecte, celle-là, ça ne fait pas trop l'objet de discussion, ou les autres situations en s'aidant de l'annexe qui décline les situations où il faut poser un obstacle. Et donc, dès le domicile, enfin dès le lieu du décès, on appelle donc le parquet si un obstacle est posé, qui autorisera ou non le transport au CERN. Je vous ai dit qu'il y avait une réflexion autour de l'extension de ces prises en charge jusqu'à 6 ans. Ça émane du plan violence faite aux enfants. L'idée est vraiment de mieux déceler les morts d'enfants de 0 à 6 ans résultant de violences intrafamiliales et également d'étendre la procédure, parce que là j'ai fait que la procédure avant l'hôpital, mais d'étendre tous les examens dont bénéficient ces bébés jusqu'à 2 ans aux enfants plus grands, de façon à mettre en évidence des causes médicales à ces décès. C'est pas sans poser problème, hein, l'extension de la prise en charge à 6 ans, parce que pour différentes raisons qui est un peu compliqué d'évoquer ici. Là, j'ai repris juste la cohorte du Sugar, 2009-2022, 127 enfants pris en charge, 11 décès dans un contexte de maltraitance, qui sont des étiologies assez variées. Donc, l'idée, améliorer encore et toujours les prises en charge des mines, structurer les CERMINES et homogénéiser les prises en charge. L'idée, c'est que tous les enfants, sauf les enfants pour lesquels le procureur s'oppose au transfert au CERMINE, puissent arriver au CERMINE et bénéficier de la prise en charge telle que déclinée dans le cahier des charges après. Il faut informer le procureur de la prise en charge de toutes les mines qui décidera de la suite des modalités de prise en charge. Et après, on a rendu obligatoire dans cette procédure, justement pour ne pas passer à côté de cas avec intervention d'un tiers dans le déterminisme du décès, des examens qu'on a rendus obligatoires, à savoir le fond d'œil, la toxicolimagerie, et de faire un retour au procureur par courrier et bien sûr de pouvoir solliciter l'UAPED si besoin. Ça, c'est un peu toujours la même chose, je rabâche. L'idée, c'est vraiment d'accueillir et de prendre en charge du mieux possible 90% des enfants et des familles et de ne pas passer à côté des 10% qui s'intègrent dans une situation de maltraitance. Je ne peux pas finir ma présentation sans un mot de prévention, parce que l'idéal serait que ces enfants, ils n'arrivent pas au CERMINE. Donc,
on dort sur le dos. Pas de tabagisme passif, c'est un énorme facteur de risque de la mort subite du nourrisson. Et puis après, il y a un certain nombre de facteurs protecteurs. Je vous remercie de votre attention et j'espère que je vous ai guidé jusqu'au sommet. Je vais juste faire une aparté sur les Gaulois lyonnais. En fait, depuis combien de temps, Alice? Je ne sais même plus. 10 années? Ouais. C'est une procédure, mais qui est en fait formulée ici, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles systématiques, mais les enfants sont envoyés à l'HFME via le CERMIN et ils ont un bilan. Et ensuite, après, est décidé si c'est purement médico-légal, si c'est scientifique. Et très souvent, on essaye de faire ensuite, après, ce qu'on appelle une autopsie à 4 mains avec et un anapathe et un médecin légiste. Donc c'est en fait le cas de figure où il y a un obstacle et le parquet décide d'un transport au CERMIN. Donc sur Lyon, c'est actuellement comme ça pour tous les enfants. On a parlé enfin moi j'ai contacté le procureur pour voir par rapport à ce cahier des charges, qu'est-ce qu'il comptait faire, puisque ça a changé les choses. On va avoir des réunions prochainement. Pas tout de suite. Donc pour le moment, on reste toujours sur la même procédure sur Lyon. Je vous rassure, moi ça fait 30 ans que je suis au SAMU 69, ça fait 30 ans que ça va, ça vient. Oui. Et on a eu des mouvements en fonction des procureurs. C'est ça, et voilà. c'est vrai que la conclusion, c'est que quand tu es à domicile, la charge. Merci. La charge est extrêmement importante et qu'on n'a pas tous presque 60 ans pour prendre une décision. Et que le fait de pouvoir prendre l'enfant, annoncer le décès et dire écoutez, on va emmener votre bébé parce que c'est important, c'est malgré tout au niveau parental un élément important, je pense. Et après, en fonction des mouvements, on attend l'officier de police judiciaire, des fois on ne l'a pas entendu, à nouveau on le réattend, bon bref. Mais je trouve que le fait de ne pas se poser la question, il y a un bébé jusque-là c'était plutôt moins de 2 ans, mais les bébés de moins de 2 ans qui meurent à domicile avec des circonstances, on ne sait rien parce qu'on n'en sait rien. Je pense qu'arrêter se dire, alors c'est un obstacle, c'est pas un obstacle, c'est machin, il faut que je l'emmène... Enfin, je trouve qu'à Lyon, alors je ne sais pas comment les autres le vivent ailleurs, mais moi je trouve ça plutôt rassurant de pouvoir se dire je l'emmène à la HFME, au Deschaux, ils vont faire le point, ils ont ce qu'il faut, ils ont le temps d'accueillir les parents, de voir ce qu'ils vont faire, plutôt que se retrouver un petit peu entre les deux. Nous, en amont, c'est impossible, quoi, c'est compliqué. Surtout qu'à l'hôpital, ensuite, nous, les médecins légistes, on intervient, il y a le bilan qui est fait, les médecins légistes interviennent, et ensuite on décide avec pédiatre, médecin légiste, en fonction du bilan, qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a parfois eu des procédures où l'enfant était là, on a été présent, et l'obstacle a été levé, et c'est basculé en scientifique, parce qu'il n'y avait rien qui justifiait ensuite du médico-légal. Bon, 2 fois, Alice. Non mais je pondère juste parce qu'il y a quand même toute une époque où du coup on était obligé de mettre des obstacles et du coup ils n'étaient pas du tout basculés en scientifique, on n'avait que des autopsies médico-légales et pour nous c'était quand même compliqué parce que c'est quand même pas les mêmes interprétations. Maintenant, depuis que tu es là, non mais c'est vrai, les choses ont changé et vous essayez de faire à 4 mains, mais c'est quand même compliqué les rapports entre la médecine légale et l'anapathe. Donc c'est sûr que l'idéal c'est ce tableau-là et c'est ce que vous faites à Grenoble. On y est presque, mais c'est pas encore parfait, quoi. C'est pour ça que je comprends pour vous que ce soit beaucoup plus facile comme ça. Le cahier des charges avant tout et la procédure permet d'échapper à on se dit, la décision que je prends va impliquer beaucoup de choses. Là, on voit du coup que dans la procédure, qu'on choisisse un obstacle ou pas, à la fin, il y aura toutes les investigations. Oui. Alors, il y a des spécificités médico-légales, légistes, judiciaires, qu'on ne maîtrise pas tout et qui sont peut-être un peu différentes, mais à la fin de l'exploration pour l'enfant sera la même et on peut toujours faire un signalement. C'est vrai qu'on a un peu moins cette pression du coup avec cette procédure-là de quel risque je prends pour l'enfant, pour le suivant, l'enfant suivant, comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de s'affranchir du côté personne dépendant. Parce que Alice a raison, à Lyon, il y a quelques années, c'était très, 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 très compliqué. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de faire une procédure qui soit pour tous les enfants pareil, quel que soit le lieu de prise en charge. Et puis voilà, quoi. Puis ça roule. Et juste avant les questions, on a un aparté qui n'a rien à voir. Il y a une voiture FK
786 GX qui pose des problèmes de sécurité parce qu'elle est garée devant l'oxygène. Et donc on nous demande de la déplacer. Si c'est quelqu'un qui est dans la salle, c'est peut-être pas quelqu'un qui est dans la salle, mais en tout cas, je redis l'immatriculation, mais c'est FK 786 GX. Voilà. Et on continue sur la procédure, excusez-moi. Bonjour, je suis médecin urgentiste à Grenoble et je viens de participer à un petit atelier qui expliquait comment nous, urgentistes pédiatres, on devait procéder pour l'arrivée d'un enfant qui était mine. Et du coup, c'est quand même très complexe, j'ai trouvé, pour le médecin urgentiste. Enfin, la tâche maintenant incombe à l'urgentiste qui est en garde et il y a toute un panel de prélèvements à faire. Et je sais pas, hein, moi j'arrive en pédiatrie, je suis urgentiste adulte. Ça m'a paru un petit peu compliqué dans la prise en charge parce que du coup, le SAMU peut envoyer un enfant qui est décédé et les parents sont informés que l'enfant est mort. Mais bon, on a toute cette partie-là à faire. Il y a la procédure pratique. Je pense que ça prend plusieurs heures. Et je ne sais pas si c'est... Bon, alors vous dites qu'il y a peu d'enfants qui arrivent, mais le jour où ça arrive, c'est... Je ne sais pas si mon métier, c'était de gérer les enfants décédés, en fait. Ben, l'activité du CRMIN fait partie de l'activité des urgences. Donc, c'est défini comme ça à Grenoble, c'est défini comme ça à Lyon, à Saint-Étienne, je ne sais pas où il est, voilà. Donc, effectivement, c'est une activité qui n'arrive pas très souvent et qui est en charge émotionnelle très importante, ce que j'entends. Moi, j'ai travaillé 18 ans aux urgences, donc je sais bien ce que c'est que l'activité des urgences. Hein. Je ne suis pas satellisée à m'occuper uniquement... voilà. Donc, je sais bien ce que ça peut représenter. Il y a une nuit du 24 décembre, j'en ai pris 2 en charge. Donc, je me rends bien compte de la charge émotionnelle que ça peut faire. Au-delà de ça, je crois que ça fait partie de notre travail. La mort fait partie de la pédiatrie, la mort subite fait partie de la pédiatrie. Et en ricochet, je dirais d'autant plus que ça motive à faire de la prévention. C'est-à-dire que je crois que aussi, ça fait partie de notre rôle d'avoir des petites piqûres de rappel et de se dire, putain, celui-là, il est mort, il était sur le ventre. Mais les 3 derniers, ils étaient couchés en co-sleeping, quoi. Donc là, je crois qu'on a vraiment... Et la mort subite, pour moi, ça fait partie de la pédiatrie. C'est une activité de la pédiatrie. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. On essaye de mettre en place des choses. Les 2 derniers, c'est l'interne de pédiatrie qui les a pris en charge. Alors, elle a l'habitude, elle connaît tout. Ça lui a pris 2 heures de temps. Mais elle est hyper au taquet. On est d'accord. Elle est hyper au taquet. Hyper au taquet. Je suis bien d'accord avec vous. Hein. Une prise en charge, nous, c'est 3-4 heures, hein, du début jusqu'à la fin. Après, je suis bien d'accord avec toi pour dire que ça fait partie de notre travail et il y a vraiment un intérêt, surtout nous qui revoyons les familles avec les résultats. On trouve quand même des pathologies médicales chez ces enfants, hein, chez beaucoup d'enfants. Il y a aussi des syndromes de mort subite avec simplement les conditions de couchage. Il y a des cas de maltraitance, mais ça a vraiment un intérêt pour la famille, pour la fratrie s'il y a des maladies génétiques à dépister derrière. Enfin, ça fait vraiment, je pense, partie de notre travail. Hein. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas aux urgences, ils vont arriver à la chambre mortuaire. Non, mais... Alors, ce qu'il faut savoir, une autopsie médico-légale, ça arrive directement dans le service de médecine légale. Il n'y aura sûrement pas de scanner, il n'y aura pas de fond d'œil, il n'y aura pas de bilan biologique. Enfin, on essaiera de faire au mieux en autopsie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en autopsie, on va être très limité parce que le temps qu'on le fasse aussi, on va perdre des éléments. Et le bilan est beaucoup moins complet. Donc, c'est pour ça qu'on pousse, moi, médecin légiste, hein, je pousse à aller dans les CRMIN, comme ça on a un bilan complet et ensuite on a juste à compléter en autopsie. Voilà. Et la famille, oui, la famille aussi est vue. Si c'est que médico-légal, la famille n'est pas vue du tout. Donc, pour les familles, c'est quand même très, très compliqué. Ouais. Moi, j'ai une question à Valence, nous. Donc, voilà. Il y a eu... Si, justement. Donc, bon, on a eu la situation il n'y a pas longtemps.
Nous, deux situations, mais la dernière était un peu particulière et problématique parce que du coup, il y avait une autorisation des parents de faire une autopsie à but scientifique, mais on n'a trouvé personne au bout de la ligne. La question pour nous maintenant, avec les nouvelles recommandations, c'est finalement, est-ce qu'il faut qu'on garde ces enfants à Valence et qu'on fasse tous les prélèvements? Parce que franchement, nous aussi, en plus, si ça va jusqu'à 6 ans, très franchement, il y a des centres de référence, on va les envoyer vers les centres de référence. Mais la problématique, c'est celle du transport aussi de l'enfant. Donc, c'est quoi la réglementation? Est-ce que maintenant, ça veut dire qu'on envoie tout vers le CRC Mines? Est-ce que quand il y a un décès, on peut contacter H24 un CRC Mines pour avoir la bonne conduite à tenir? Voilà. Et puis, Grenoble, ok, mais aussi, moi, je voudrais aussi la réponse de Lyon. C'est la même question de ce côté à Bourgoin, là. À Bourgoin, c'est la même question, en fait. Pour le transport, alors du coup, je vais faire la petite pointe SAMU en tant que responsable SAMU et régulateur. Du coup, alors là, on l'a pas aperçu dans la présentation, mais c'est défini effectivement depuis 2016 dans le Code de santé publique. Le transport, la seule possibilité pour que on transporte une personne décédée, en fait, c'est cette situation-là. Enfin, il y en a une autre, mais en tout cas, c'est cette situation-là, c'est que le transport de la mort inattendue du nourrisson médicalisé, et c'est la seule possibilité de transporter le corps, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que, alors nous, ça nous embête tous en tant que régulateurs, et SMURIS, que le transport du corps se fasse de manière médicalisée, systématique, mais en fait, la réglementation, la loi, le Code de santé publique, n'autorise pas autre chose, en fait. Il faut le faire que comme ça. Alors, dans la procédure, on a marqué privilégié, mais en fait, la loi, c'est vous devez transporter les corps avec médicalisé. Voilà, c'est obligatoire. Alors, l'esprit de la loi, je le connais pas, mais en tout cas, la loi, elle est comme ça. Ouais, c'est notifié. Hein. C'est vraiment. Alors, je l'avais mis, je suis passée assez rapidement, mais il y a vraiment un texte de loi qui date de 2016 où c'est notifié comme ça. C'est un transport. On ne recevra pas le corps de l'enfant, transportez-le à Lyon. Alors ça c'est autre chose. La destination c'est autre chose. Le transport du corps. La destination, nous on dépend de. Alors si c'est médico-légal, ça part à Grenoble, mais si c'est sanitaire, ça part. Enfin si c'est scientifique, ça part à Lyon. En sachant que sur ce dossier-là, les parents n'étaient pas informés du décès, ils ont arrêté le massage dans le véhicule du SMUR. Donc en fait, ils sont arrivés aux urgences de Valence, on a dû faire l'annonce du décès aux parents et en même temps lancer la procédure. Mais du coup, le SAMU, lui, nous a justifié, on vient à Valence parce que c'est pas à nous de l'emmener sur Lyon ou Grenoble, peu importe. Mais en tout cas, c'était pas pour eux, ils nous ont dit c'est pas à nous de faire le transport, du coup, ils ont atterri à Valence. D'un point de vue SMUR pur, nous, qu'est-ce qu'on fait? On les reçoit. Jusque-là, moi, j'avais notion. Avant, il n'y avait pas que Lyon. Avant, Villefranche en accueillait, Bourg en accueillait, Valence en accueillait. Petit à petit, ça vient tout chez nous. Valence, vous faites très bien parce que quand on voit vos dossiers, vous faites mieux que nous. Vous avez une psychologue qui va à la famille. Nous n'avons pas de psychologue au centre de référence des mines à Lyon, par exemple. Donc, quand on voit vos dossiers, on se dit, en fait, ils font vraiment bien. Et en plus, pour la famille, je pense quand même que c'est toujours mieux d'être près de son domicile pour une prise en charge comme celle-là. C'est pas moi qui vais décider si, à terme, toutes les mines de Valence viendront à Lyon. Mais jusque-là, ce que je comprenais, c'était qu'en effet, dans un transport SMUR, eux, ils refusaient de venir à Lyon et ils allaient au plus proche. Enfin, jusque-là, c'est un peu ce que j'avais compris, quoi. Donc, c'est pas moi qui vais décider. Ouais. Alors, nous, on a... Isère, Savoie, Haute-Savoie, en fait, ils viennent tous à Grenoble. Et pour en revenir à cette malheureuse... moi, j'avais proposé aux médecins de Valence, faites un OML, faites un obstacle et il viendra à Grenoble. Mais il y avait une... Les gendarmes ont refusé. Les gendarmes étaient sur place, c'était la police. La police qui était sur place, on en a discuté avec eux. Eux, ils étaient avec le procureur de Grenoble. Et en fait, vu que nous, il n'y avait pas d'argument ni pour le SMUR, ni pour les pompiers de mettre un obstacle, voilà, ça a patouillé pendant toute la soirée. Moi, j'ai essayé de vous aider. Mais c'est gentil. Merci. Non, après, il y avait le procureur au téléphone. Ah ben, le procureur, donc on s'est dit... Bon, après, c'était tard, il y avait le scanner, le fond d'œil, l'APL et tout ça à faire. Non, mais tu signes et après, il lève l'obstacle. Mais tu signes comme tu veux. Et ce serait parti à Grenoble, on n'aurait pas eu de soucis. On l'a fait à Lyon, c'est bon. Hein. En tout cas, les gendarmes n'ont pas le droit de t'interdire de signer un obstacle. C'est toi qui signes en ton âme et conscience. Après, s'ils veulent
pour lever l'obstacle, c'est leur problème. Mais c'est pas celui du médecin. Mais ça, c'est quand même un truc de fou, ces histoires de lieux qui dépendent sur le plan sanitaire d'un endroit et sur le plan médico-légal d'un autre. Moi, je me rappelle d'un gamin qui était du Nord-Isère et qui est allé à Lyon. À Lyon, on a dit « Ah non, c'est pas nous, c'est Grenoble ». Donc le gamin, il est allé à Grenoble et les parents, ils suivaient comme ça. On va encore reprendre la place de 2 questions. J'avais ma question, Vanessa Rousseau, donc je suis pédiatre à Bourgoin-Jallieu. Ma question est un peu similaire, mais pas tout à fait. Dans la procédure, il n'y a pas quid de l'enfant qui arrive décédé dans les bras des parents aux urgences de l'hôpital périphérique, parce qu'un enfant, contrairement à un adulte mort, c'est transportable. Et des fois, les parents habitent pas très loin d'un hôpital de proximité, découvrent leur enfant mort, n'appellent pas le SAMU parce qu'ils n'arrivent pas à le joindre, le prennent et arrivent aux urgences avec un enfant mort dans les bras. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On lance une réanimation, on le déclare mort, on le transporte on appelle le centre de référence avant de le transporter, donc médicalement, mais en secondaire, au centre de référence. On fait les prélèvements dans l'hôpital périphérique. Voilà, quelle est dans la procédure quand les enfants arrivent morts aux urgences de l'hôpital périphérique dans les bras des parents? Je dirais, l'histoire de la réanimation, ça, vous voyez, hein, c'est pas moi. Mais par contre, je pense que vous devez ensuite vous calquer comme si vous étiez un petit peu à domicile, d'accord, sur la procédure, en sachant qu'un enfant qui est transporté, enfin, moi je prêche un peu, mais un enfant qui est transporté par ses parents, qui a pas appelé les pompiers ni le SAMU et qui est amené comme ça, pour moi c'est un obstacle. Un obstacle, mais ensuite qui pourra être ensuite transporté par le CR-Mine. Par contre, la question c'est est-ce qu'on peut transporter des urgences vers un CR-Mine, ensuite l'enfant, une fois qu'il est décédé, mais déclaré décédé à l'hôpital. En général, ils refusent. Enfin, le SAMU, quand vous êtes contacté pour transférer, par exemple, de Bourgoin à Lyon, vous dites non, une fois. D'accord. Donc, une fois que l'enfant est sur place, parce que ça arrive souvent, parfois même à Vienne, normalement, ils ont tout notre formulaire de prélèvement. Ce qu'on conseille, c'est de faire tout l'interrogatoire des parents, les examens qu'on fait les mêmes à Lyon, scanner, radio du squelette, etc. Tout le bilan biologique. Et puis après que l'enfant soit transféré pour l'autopsie, alors ça dépend, soit il y a un obstacle et du coup ce sera du médico-légal, soit qu'il soit transféré pour une autopsie scientifique à Lyon, mais parce que hors Rhône, on n'est pas dans notre procédure obstacle obligatoire. Donc finalement, en fait, on suit pas vraiment la procédure, on suit la procédure que partiellement, on fait tous les prélèvements comme si on était le centre de référence, et après on rattrape la procédure au moment de obstacle médico-légal. Ou pas, j'appelle soit l'OPJ, soit l'OPJ. Tu fais des prélèvements, tu appelles le proc en lui expliquant la situation, en disant on a fait comme une mort inattendue du nourrisson. Et après, de toute façon, pour l'autopsie, c'est lui qui va décider. Mais de toute façon, personne ne voudra jamais le transporter. Hein. C'est ce qui s'est passé, en effet. C'est d'ailleurs pas légal. Donc, Avant de prendre la dernière question, est-ce que le fait de l'admission aux urgences d'un nourrisson décédé à l'admission, c'est pas est-ce que ça doit pas être un obstacle, ouais, de manière systématique, d'accord. Alors après, il y a des situations toujours intermédiaires d'un enfant qui arrive très grave en détresse respiratoire et qui s'arrête, ça nous est tous arrivé, enfin rapidement après l'arrivée. Oui. Donc il y a des fois il y a des situations un peu bancales. Voilà. Donc quand ils arrivent avec l'enfant mort, il est déjà mort. Oui, mais on lui fait un peu le même bilan quand même. Et oui, mort dans les bras, pour moi, si ça, oui. Ils auraient pu être accolés, tout ce que vous voulez. Hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose où il faut s'interroger. Oui, c'est sûr. J'avais une dernière question. En préhospitalier, ce qui nous frappe aussi beaucoup souvent, c'est la famille. Il n'y a pas de gradation dans l'horreur, mais c'est vrai qu'il y a des situations qui sont particulièrement difficiles. J'ai eu une première réponse. A priori, vous n'avez pas de psychologue, c'est ça à Lyon. Nous, c'est une grosse question qu'on a en préhospitalier. C'est qui organise la prise en charge des parents et des intervenants extérieurs. Quand ça relève de la CUMP, bon, c'est relativement facile, on déclenche notre CUMP. Il y a des situations un peu intermédiaires. Est-ce que c'est à nous, département, le SAMU, d'organiser la prise en charge psychologique? Est-ce que vous le faites au centre de référence? C'est une question qu'on se pose quand on est dans ces situations-là et on n'a pas souvent de réponse très claire, surtout quand c'est le week-end, que c'est la nuit. Est-ce que vous avez des réponses à nous apporter? Normalement, c'est le CR-Mine qui doit s'occuper de ça. Après, ça dépend des centres parce qu'on fait tous avec les capacités humaines qu'on a. Nous, on n'a pas de psychologue pour le centre de référence, donc en fait, évidemment qu'on recontacte les parents, on les revoit en rendez-vous pour les résultats, etc. Mais nous, on les réoriente vers un suivi psychologique près de chez eux en passant par le médecin généraliste. Enfin, actuellement, c'est ce qu'on fait nous à Lyon. Peut-être que toi. Alors moi, comme j'ai la double casquette, UAPED et mine, je détourne la psychologue de l'UAPED. Voilà.
Voilà, donc je fais ça. Quand elle est là, parce qu'elle n'est pas là tout le temps, donc quand elle est là, je fais ça. Et puis après, c'est elle, enfin les dernières, parce que les dernières, il y en a un qui venait de Annecy et l'autre carrément de Bourges, qui était décédé en Savoie, mais en fait les parents habitaient à Bourges. C'est elle qui s'est mise en relation avec les CUMP justement locales pour faire le relais auprès de ses collègues psychologues. On bidouille en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on bidouille. Moi, pendant des années, j'ai animé cette activité avec zéro, même pas de temps médical. Donc il faut que le SAMU qui vous l'envoie ait conscience que vous n'avez pas forcément une prise en charge psychologique très carrée et que c'est à nous aussi peut-être d'anticiper de notre côté. Ouais. Effectivement, dans le cahier des charges, ça revient au CERMIN, mais on voit que les CERMIN, c'est fragile, ça repose sur des bonnes volontés et pas forcément sur du temps dédié, donc c'est difficile. Et je vous invite aussi à relire les recommandations sur les CUMP de la SFMU et de la FORCUM de 2017. Les CUMP, c'est fragile aussi. Et donc, il faut trouver le meilleur moyen. La mort inattendue du nourrisson n'est pas un motif d'alerte de la CUMP, ni d'activation. Et donc, il faut trouver... Mais par contre, ça n'empêche pas que si jamais un psychologue qui travaille dans la CUMP, mais ce n'est pas un motif de déclenchement de la CUMP par le SAMU. Ouais. C'est une organisation comme le psychologue de l'UAPED. Ils n'ont jamais refusé, en tout cas, d'être sollicités. Enfin, moi, voilà. Donc, après, c'est aussi... alors, pour le coup... Parce que le médecin légiste grenoblois est très très coopératif sur ses activités, très impliqué dans la prise en charge des mines, et qu'elle accepte cette espèce de truc un peu détourné, quoi. Quand c'est la CUM, c'est sur la même méthode. C'est pas dans le cadre d'une mission CUM, mais c'est un professionnel de la CUM qui... Voilà. Et pour terminer, on va passer à la présentation suivante. Du coup, on est en train de travailler sur l'informatisation des... donc déjà, il y aura le dossier SMUR, on est quasiment tous. Il y a 6 SMUR qui sont pas en cours, qui n'ont pas encore l'informatisation avec le logiciel SI-SMUR de Bison. Mais tous les autres, du coup, on pourra transmettre nos dossiers au CERMIN, voire au médecin légiste quand c'est une procédure judiciaire. Donc notre dossier SMUR informatisé, dans lequel on aura pu prendre les photos. Avec notre tablette en SMUR, on peut prendre la photo du lieu du décès et de l'enfant décédé pour que ensuite, au CERMIN, ils puissent comprendre, comme ils nous l'ont expliqué, ce qui s'est passé. Et on est en train d'informatiser la fiche de liaison, ce qui fait que quand on pourra éditer la fiche de liaison de manière informatisée, de la même manière que le dossier médical, avec le SMUR informatisé. Voilà. Et merci beaucoup au CERMIN et aux médecins légistes pour cette procédure et la présentation. On va continuer du coup, on va s'arrêter à 15h30, 35, on va pas trop dépasser parce qu'après on a notre réunion du bureau, les membres du bureau de la filière pédiatrie, on se réunit pour faire connaissance surtout et pour parler un peu des projets de l'organisation de l'année à venir. On va pas vous retenir trop longtemps, mais l'idée c'était de vous faire partager l'expérience du livret du médicament pédiatrique et puis des fiches d'urgence vitale, surtout aux autres territoires que l'Arc Alpin, puisque l'Arc Alpin on l'a mis en place depuis 2016 pour les fiches d'urgence vitale et 2018. Donc on voulait vous présenter ce travail et puis vous le faire tester dans vos centres. Voilà, donc je vais vous parler un peu de l'histoire de ce livret. Il faut que je tourne la molette, ça va mieux. Donc l'histoire, je ne sais pas si on voit bien la photo, mais même si vous êtes hyper formé en pédiatrie, que vous avez fait plein de simulations dans votre sauve, qu'à 3h du matin, des fois, une prise en charge d'un enfant en SMUR par un médecin urgentiste qui est dans un centre périphérique et qui fait principalement que de l'adulte, ça peut être ça fait qu'on déballe tous nos sacs, plein de matériel, on en a de partout, on ne sait pas quoi utiliser. On ne sait pas comment préparer nos médicaments, on ne sait pas, on connaît mal les posologies, on ne sait pas dans quoi il faut les diluer pour un tout petit. Et ça peut être vite un vrai casse-tête et une source de stress. Du coup, l'histoire un peu de ces fiches d'urgence vitale, c'est ça, c'est en 2012, une situation SMUR qui a été mal vécue par les équipes à Chambéry et à l'initiative d'un infirmier
qui était Alexandre, qui était largement impliqué au SAMU 73, il s'est dit on était en difficulté quant au calcul des doses, des posologies, des dilutions des médicaments pédiatrie, et on va réfléchir avec Magali, qui est membre de la commission paramédicale, qui est partie. On va créer des fiches d'urgence vitale où on a une aide cognitive, où on a des mémos sur les principaux médicaments d'urgence vitale, où j'ai les bonnes dilutions, la bonne utilisation du médicament. Ces fiches, elles ont été retravaillées en fait avec la création du Baby Renault et retravaillées avec l'ensemble de l'équipe des pédiatres de la réanimation de Grenoble, retravaillées dans sa présentation, optimisées, et elles ont été diffusées largement dans le territoire de l'Arc alpin, mais aussi au niveau des médecins correspondants SAMU. Et puis on s'était appuyé aussi sur les recommandations, les formations du RAMP. Et on a diffusé ça dans tous les SMUR de la région, dans tous nos sacs et dans toutes les sauves urgences pédiatriques et puis urgences adultes. Et puis après, en 2016, avec la commission paramédicale du Renault et le travail sur le livret du médicament adulte, on a décidé de créer un livret du médicament pédiatrique et on a mis autour de la table une 50aine de professionnels, pédiatres, mais aussi soignants, SMURistes, puéricultrices travaillant aux urgences pédiatriques, en réanimation pédiatrique, pharmaciens, pour créer le livret du médicament. Et l'idée maintenant, c'est en 2023, de travailler à une version Urjara pour diffuser tout ce travail qui nous appartient. Donc c'est vraiment un livret qui est évolutif et qui a besoin des retours du terrain et des retours des simulations et des formations. Ça nous appartient, donc l'idée c'est de vous le faire partager, de vous le diffuser dans vos centres, que vous partiez avec ces fiches d'urgence vitale, que vous les testiez dans vos services, et puis qu'après on ait les retours du terrain, on ait les retours de vos formations et qu'on optimise encore notre outil. Donc l'objectif, c'est d'harmoniser la préparation des médicaments des situations de l'urgence pour éviter les erreurs. Exemple chez l'adulte pour l'héparine. Dans l'Arc alpin, il y avait 6 façons de préparer l'héparine, avec par exemple du 20 000 unités qui étaient pris au lieu de 25 000, et on jetait 5 000 unités de l'ampoule à chaque utilisation. Et à chaque fois qu'il y avait un transfert interhospitalier, on jetait aussi les pousses seringues pendant les transferts. Donc c'est aussi faire des économies. C'est faire un maximum d'ABAC pour éviter les calculs des erreurs. En situation d'urgence, les calculs y sont déjà faits. On sait que c'est validé médicalement, qu'il y a des gens qui sont posés autour de la table et qui ont pris les dernières recommandations scientifiques et qui ont réfléchi à 3 heures du matin. Quand je suis en SMUR sur un accident de la route, je sais que c'est la bonne posologie, la bonne utilisation du médicament, la bonne dilution que j'ai à disposition avec mon livret. C'est validé par les pharmaciens. C'est aussi un outil pédagogique qu'on utilise pour la formation des nouveaux soignants quand ils arrivent dans le service. Et puis, c'est un outil aussi qu'on utilise en simulation. Donc, c'est vraiment notre outil et qu'on veut faire évoluer au sein d'Urjara. Donc, à vous de le tester. On va faire un petit cas clinique pour citer l'exemple. On a fait donc ces fiches du médicament avec des petits pictos pour, par exemple, là, le produit alimentaire, la conservation au frais. Vous avez une petite légende qu'on a travaillé vraiment avec les infirmiers. C'est vraiment des phrases typiques soignantes. Il y a une vision soignante pratico-pratique et puis il y a aussi une vision médicale sur la bonne posologie et les précautions à prendre. Et puis les fiches d'urgence vitale, donc c'est des tableaux à utiliser où vous avez, quand vous vous situez par exemple dans une situation d'intubation, vous avez à disposition les bonnes posologies, les bonnes dilutions et tous les ABAC déjà qui sont calculés avec le matériel aussi à utiliser, avec la bonne taille du matériel. Donc c'est notre outil, on attend vos retours. On a déjà eu pas mal de retours sur les simulations en fait, des CESU dans notre territoire de l'Arc alpin, mais n'hésitez pas à me faire des retours sur l'outil. Donc on va faire une petite présentation d'un TC. On avait fait un choc septique, mais vu qu'on a eu des nouvelles recommandations, on ne voudrait pas vous donner des fausses informations. Et puis on n'a plus trop le temps, on va faire seulement un cas clinique. Donc c'est le 2. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment on manipule. Testez-le maintenant.
voilà, en pratique, et puis on voit ce que ça donne. On a envie de vous donner envie d'utiliser l'outil. Oui, c'est moi qui dois... Donc c'est un cas clinique qu'on a utilisé en simulation à OPSI, nos centres de simulation en Savoie, où on a en fait testé l'aide cognitive. En fait, l'objectif, c'était tester les fiches d'urgence vitale au cours d'une simulation en pédiatrie. Donc vous êtes en secteur rural, montagne, éloigné, au fin fond de l'Ardèche ou au fin fond de Bourg-Saint-Maurice ou au fin fond de l'Allier ou de la campagne auvergnate, et vous prenez en charge un enfant de 5 ans qui a eu un TC isolé la veille, qui a simplement chuté de sa hauteur en courant et qui s'est tapé la tête au niveau fronto-temporal droit sur une marche d'escalier en béton. Il a perdu connaissance initialement, il a perdu connaissance 2 minutes. Et puis, la maman vous l'emmène le lendemain au service d'urgence de proximité, loin d'un CHU, puisque vous êtes à 120-130 km d'un CHU. L'enfant est apathique, trop calme selon la maman. Il a vomi 4 fois dans la nuit. Il est de plus en plus somnolent, même franchement somnolent quand vous le voyez. Vous faites l'examen clinique et puis vous réalisez un scanner. Parce qu'il y a les critères qui sont là pour faire le scanner, et vous découvrez un hématome sous-dural droit avec un effet de masse et un engagement. Le rachis cervical est normal, et vous appelez d'emblée, le scanner est transmis au CHU, et vous décidez avec le réa pédiatrique et le neurochir de transférer cet enfant au CHU, sauf qu'il pleut, qu'il n'y a pas d'hélico disponible, et que le transfert va être long, puisqu'il doit être fait par voie terrestre. Aux urgences, au retour du scanner, l'enfant il se dégrade, il est non plus somnolent, mais en fait il est aréactif et il ne réagit plus. Du coup, vous rappelez les spécialistes qui vous disent à ce moment-là d'intuber l'enfant de 5 ans. Sauf que vous êtes nouveau médecin aux urgences, qu'habituellement vous prenez en charge des adultes, et que vous êtes très mal à l'aise par rapport à cette situation. Donc au retour du scanner, l'enfant est installé directement en sauve. Vous prenez les paramètres vitaux, tension à 130 sur 90, PAM à 103, fréquence cardiaque à 115, fréquence respi à 20, SAT à 98. Mais là, vous ne vous souvenez plus des constantes normales d'un enfant de 5 ans. Vous savez que ce n'est pas les mêmes, que la fréquence respi est différente, que la tension, les objectifs tensionnels sont différents d'un adulte, et vous n'avez plus en tête les paramètres, les normes qu'il faut retenir. L'enfant n'ouvre pas les yeux, il n'a pas de réponse verbale, il n'a aucune réponse motrice. Et là aussi, vous vous dites, ah oui, il y a un score de Glasgow à calculer, mais ce n'est pas le même que l'adulte. Je ne sais plus quels sont, à partir de quel âge. Et du coup, vous vous dites, ah oui, j'étais à la formation Urjara, j'ai vu qu'ils avaient déployé les fiches d'urgence vitale, donc je vais la sortir, on l'a mis en place dans ma sauve. Et du coup, je vais dégainer les fiches d'urgence vitale et je vais voir, ok, à 5 ans, il fait à peu près 17 kilos, mais ça, la maman vous l'avait dit. La fréquence respi normale, elle est entre 18 et 20, donc elle semble normale chez l'enfant. La fréquence cardiaque à 105. L'objectif tensionnel pour l'hypotension, c'est une hypotension en dessous de 80 de PAS. Et vous constatez en fait que l'enfant, il est dans les normes. Le score de Glasgow, effectivement, il est à 3. Vous avez les calculs des scores de Glasgow en fonction de l'âge. La première chose. Ensuite, vous vous dites, bon, mon SMUR va arriver pour le transférer. J'ai des constantes normales et un coma. Bon, est-ce que j'attends le SMUR pour l'ISR, je le mets en PLS et je le surveille à la sauve? Est-ce que j'appelle un ami, c'est soit le médecin SMUR qui est sorti et qui va venir seulement dans 30 minutes, ou j'appelle l'ANES qui est d'astreinte chez lui. Alors je le mets en PLS, je le mets sous oxygène et puis je le surveille parce que les copains ils vont pas tarder à arriver. Est-ce que là il est en Glasgow 3, je dégaine tout de suite l'intubation et je sors mon sac d'urgence vitale et je l'intube? Ou est-ce que vous évaluez selon la méthode ABCDE, vous préparez le matériel que vous devez utiliser pour un enfant de 5 ans et vous vous aidez des fiches d'urgence vitale Urjara et vous utilisez aussi les fiches pour préparer l'ISR. Donc, dernière option, on évalue l'enfant, on prépare le matériel.
Donc en faisant l'ABCD, le A, eh ben, ok, je vais regarder l'ouverture buccale, il va falloir une canule de Guédel. Oui, mais là, dans mon sac d'urgence vitale, j'ai plusieurs tailles. Qu'est-ce que je vais utiliser comme taille? L'aspiration, oh là là, j'ai plusieurs sondes, qu'est-ce que je vais utiliser comme taille? Donc là aussi, vous pouvez regarder dans vos fiches, vous regardez la fiche matérielle. Et vous allez avoir vos réponses directement sur les constantes. Ensuite, vous voyez le matériel que vous devez utiliser pour aller contrôler le ABCD. Donc la taille de l'insufflateur manuel qu'il va falloir sortir, la taille voilà, de la Guédel, la taille de la sonde d'inspiration. Et en fait, tout est à disposition dans cette fiche pour sortir le bon matériel pour l'enfant de 5 ans. Pour contrôler la ventilation, vous allez devoir sortir un masque à la bonne taille pour avoir un objectif de SAT à 100%. Un bas-vu avec la taille, est-ce que c'est un adulte, un pédiatrique? Quels sont les tuyaux du respirateur, etc. Vous regardez votre fiche d'urgence vitale. Pareil pour le contrôle du C, vous allez poser une voie veineuse, vous allez le remplir, on l'a dit, par bolus de 10 ml/kg à 20 ml/kg. Là aussi, c'est noté dans la fiche d'urgence vitale. Donc tout ça, en fait, vous allez pouvoir déjà, au niveau, vous partagez les tâches avec, entre médecins et infirmiers, optimiser la préparation du matériel et avoir tout le matériel adapté au poids et à l'âge de l'enfant. Vous pouvez également utiliser, j'ai ressorti la fiche des traumatisés qu'on avait fait au niveau du bébé Renault avec la méthode ABCD qui aide aussi à la préparation des bons médicaments et du bon matériel. Elle est sur le site Urjara, elle est disponible. Il faudra peut-être la travailler encore, mais en tout cas, ça peut être aussi un bon outil d'aide cognitive. Donc voilà, l'idée de tout ça, c'est, voilà, j'ai besoin de tout ce matériel pour préparer l'ISR, pour après mon évaluation ABCD, pour optimiser, je prépare mon matériel adapté au poids et à la taille et à l'âge de l'enfant. Et la fiche, en fait, me guide dans toute la préparation de mon matériel. Une fois que votre matériel est prêt, votre enfant est évalué, vous allez vous poser les questions des drogues qu'il faut utiliser pour l'ISR. Vous avez notion, ah oui, il y avait une notion d'atropine, il me semble, chez les en pédiatrie, mais il a 5 ans, est-ce que je dois l'utiliser? Je ne sais plus. Je dois faire de la kétamine, oui, mais la posologie, en fonction de l'âge, je crois qu'il y avait une notion de 18 mois, il y avait une notion de 2 mg/kg, ou bien du 3 ou du 4, ben, je ne sais plus, il a 5 ans, je ne sais plus quelle est la limite. Est-ce que je peux utiliser du diprivant chez l'enfant? Est-ce que je dois utiliser de la Cello? Mais je crois que en pédiatrie, il y avait une notion aussi du 1 mg/kg ou du 2 mg/kg en fonction de l'âge, mais je ne connais plus la limite. Et après, je dois faire de la sédation. Donc tout ça, votre infirmière, ben, elle va se poser les questions. Ok, je dois préparer un médicament. Quelle posologie le médecin va me donner? Mais c'est un enfant de 5 ans, je ne vais pas avoir les mêmes dilutions qu'un adulte. Donc, il va falloir réfléchir dans cette situation d'urgence à toutes ces problématiques. Donc là, facile, vous dégainez la fiche ISR de la fiche d'urgence vitale qu'on vous a donnée. Et là aussi, du coup, vous suivez la BAC 5 ans et vous voyez, ben, l'atropine, en fait, n'est pas préconisée après 2 ans. Que la kétamine au-dessus de 18 mois, c'est du 2 mg/kg, que l'étomidate, on peut aussi l'utiliser, c'est 0,3 mg/kg. Vous avez pour les 2 médicaments la dilution qu'il y a à faire pour le poids de 17 kg. Pareil pour la cellocurine et pareil pour le Mida et la Sufinta. Vous avez les recettes de cuisine que vous devez faire pour avoir la bonne posologie et la bonne utilisation et la bonne dilution du médicament. Donc on va passer, mais il suffit en fait de suivre les préconisations de la fiche ISR.
Là aussi, une fois que l'enfant il a été intubé, vous vous dites je vais devoir choisir un mode ventilatoire, régler sur mon respirateur un volume courant, une fréquence. Est-ce que je dois mettre une PEP? Quels sont mes objectifs? Et là aussi, tout est dans la fiche, sur une seule fiche. Vous avez les médicaments à utiliser et puis les modalités de la ventilation qui sont spécifiées. Il apparaît ensuite, vous avez intubé votre enfant, il est sédaté, il est mis sous respirateur, et puis il apparaît une hypotension avec une PAM à 60, une fréquence cardiaque à 140. Vous ne savez plus quel est l'objectif de PAM à 50, et vous ne savez pas comment la corriger. Est-ce que je dois surélever les jambes? Est-ce que j'attends que ça se passe? Est-ce que je dois remplir? Est-ce que je dois débuter une amine? Et là aussi, pour vous aider, du coup, la 3e fiche d'urgence vitale avec les amines, avec les modalités d'administration des amines, le remplissage à 10 millilitres kilo, et du coup, on est à 170 millilitres chez cet enfant de 5 ans. La posologie de la noradrénaline pour les plus de 10 ans, qui est de 4 mg dans 40, soit 0,1 mg kilo, que vous trouvez aussi dans la fiche du livret du médicament. Voilà, on a vraiment une correspondance entre le livret du médicament et puis les fiches d'urgence vitale. Elles ont été revues et corrigées l'année dernière. On a fait quelques modifications, notamment pour le remplissage, notamment pour les tailles de matériel. On a vraiment revu ça avec les infirmiers suite à la pratique dans les services, suite aux simulations. C'est vraiment un outil. J'ai encore l'équipe de Chambéry qui m'a encore refait remonter des petites des lectures qui sont à optimiser, des présentations qui sont à optimiser. Vraiment, c'est notre outil, donc il faut le faire évoluer selon les retours du terrain. Donc voilà, le remplissage, la noradré. Et donc l'idée de... Voilà, on est à 28. Donc l'idée, c'est vraiment que... Il y a la simulation pour travailler en équipe, pour travailler les facteurs humains. Mais il y a cet outil qui peut vraiment nous aider voilà, dans la sécurisation d'une prise en charge d'une urgence vitale chez l'enfant. Ça aide à la gestion de l'évaluation de la BCD, ça aide dans la gestion du matériel, ça aide aux situations d'urgence vitale, à la gestion des axos dans cette situation. On a préparé un cas de sepsis, mais ça nous aide aussi dans toutes ces situations. Donc, c'est notre outil. On vous propose, c'est pas une version Urjara, donc c'est pour ça qu'on vous propose de le tester dans les autres territoires lyonnais, Saint-Étienne, Clermontois et autres régions, et puis nous faire remonter toutes les petites choses, toutes les modifications qu'on devrait apporter, et puis on refera un groupe de travail pour optimiser l'outil. Le livret du médicament adulte, on l'a édité à 3500 exemplaires au Renault, il est largement diffusé dans le reste de la France. Le pédiatrique, je crois qu'on en était à 2000, il est allé jusqu'à Mayotte. Mais voilà, donc... Vraiment, c'est pour harmoniser vraiment nos pratiques et puis sécuriser nos prises en charge pédiatriques. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, hier, on avait une réunion pour le SSE, c'est tout autre chose, mais j'ai mis Cécile en lien. En fait, depuis une dizaine d'années, on a un anesthésiste réanimateur à Lyon qui a créé un super outil qui s'appelle Max, qui est un outil pour pouvoir dérouler une action, et c'est informatisé sur nos petits smartphones et iPhones.
et qui est vraiment très didactique et qui permet de rien oublier. Et du coup, on passe vraiment, bon, je vous dis, imaginons l'arrêt cardiaque, vous avez, est-ce qu'il est en arrêt cardiaque, oui, non, bon, commencez par masser, est-ce que vous voulez intuber, oui, non, préparez ça, etc. Et moi, quand je vois tout votre énorme travail que vous avez fait, je me dis que ça serait vraiment chouette que vous puissiez vous mettre en lien, parce que tu vois, si tu déroules là tu vas chercher sur ta feuille dans la panique, c'est génial hein, ce que vous avez fait, c'est absolument génial. Sauf que moi qui suis un peu presbyte, il faut que je tire un peu, mais c'est vrai que si on se dit que ça, on peut le rentrer dans un système informatique où tu peux mettre le poids du gamin, je sais pas moi, ou l'âge du gamin, et paf, ça te sort tout de suite que pour l'intubation, il te faut que tu mettes tant dans temps, exactement ce que vous avez mis, mais dans notre moyen informatique, je trouve que c'est absolument génial. Donc c'est vrai que je ne sais pas si vous allez pouvoir faire le lien avec Jean-Christophe Sechka, mais je pense que là, il y a un truc à attraper qui peut être absolument génial pour nous tous, quoi. Je pense qu'on continuera de travailler sur les deux formes. C'est-à-dire qu'on s'est quand même rendu compte que les fiches plastiques, c'était important. C'est vrai que, comme vous disait Stéphanie, on l'a diffusé sur l'Arc Alpin depuis de nombreuses années. On a proposé, on a équipé, entre guillemets, tous les SMUR qui ont la version que vous avez plastifiée dans leur sac d'intervention. Donc tous les SMUR ont été dotés, toutes les sauves, et c'est utilisé. C'est vrai qu'on se disait avec Stéphanie qu'il manque probablement une petite réglette, parce que je suis bien d'accord avec toi, c'est pas facile à lire, donc peut-être juste une réglette. Enfin voilà. Je pense que sur le papier, il y a un petit quelque chose à améliorer, il faudra garder. Et effectivement, il faut qu'on aille aussi sur le digital, aussi parce qu'on n'a pas tous la même appétence en fonction des outils. Des gens qui sont très digitaux, d'autres beaucoup moins. Donc il faut qu'on puisse proposer les deux. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on puisse s'approprier une forme digitale. Et c'est bien prévu que je revoie ce collègue. Stéphanie, je voudrais juste te dire aussi que la commission paramédicale va travailler sur le livret du médicament. Avec les infirmières. Oui, donc je pilote avec Mylène la commission paramédicale. On a commencé tout juste, on a fait la première réunion pour le livret adulte. On se remet autour de la table. On a 2 livrets du médicament. Il y a un livret qui existait au Reliant et puis il y a le livret du Renault. On va se mettre en lien avec des pharmaciens. On a déjà des contacts sur Lyon. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul outil, et pour l'adulte et pour la pédiatrie. La pédiatrie, on avait déjà aussi travaillé avec les Lyonnais, donc, c'est de refaire un groupe de travail Urjara pour que vraiment on se mette tous d'accord et qu'après on utilise vraiment tous le même outil. Donc si vous êtes motivés pour le livret pédiatrique, alors on va peut-être pas commencer tout de suite parce qu'il y a peut-être d'autres chantiers, mais ça va venir dans les mois. Je suis à votre disposition, envoyez-moi un mail et puis on va piloter tout ça pour faire un groupe de travail, notamment avec toute la partie ouest de la région, quoi, surtout, de Lyon jusqu'à Clermont et Saint-Étienne, quoi. Et puis bien sûr, selon les dernières recommandations scientifiques, après c'est notre outil, donc on l'incrémente, on le modifie en fonction des dernières recos et au moins on est tous d'accord pour avoir un seul et même outil, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des suggestions, peut-être des idées comme la précédente? Juste encore, le livret du médicament pédiatrique, on a fait les fiches intranasales suite à la procédure douleur pédiatrique. On a développé l'analgésie sédation intranasale. Du coup, il y a des fiches de médicaments qui vont être inclus dans le livret. Il n'a pas été imprimé dans les versions que vous avez, mais sur la version numérique, on va le sortir dans le mois qui vient là. Donc il va être complété et puis après il y aura une nouvelle présentation Urjara qui va suivre. C'est pas encore sur l'application Urjara parce que c'est trop lourd, mais on va y travailler. Mais c'est sur le site internet Urjara. Voilà, donc c'est le mot de la fin. Oui. Merci. Merci à tous d'avoir répondu présent. Ça fait vraiment plaisir d'avoir réuni la grande région autour de cette belle journée très variée. On a retenu plein de belles présentations médicales, de réanimation, de pédiatres, d'infirmiers.
de la simulation, du terrain, des expériences terrain, vraiment extrêmement variées. Merci pour tous vos retours. Le réseau, c'est votre réseau, ça vous appartient. Bienvenue dans la filière pédiatrie, elle vous appartient. Ça doit être un outil pratico-pratique de terrain qui doit nous faire améliorer nos prises en charge. Vous êtes tous les bienvenus pour venir participer au groupe de travail. Et on espère que l'année prochaine, on se retrouvera pour une nouvelle journée. Merci à vous. Et merci à toi, Stéphanie Fedosa, pour l'animation de cette filière. On va du coup vous laisser, sauf les membres du bureau de la filière pédiatrie, on va se réunir, surtout pour faire connaissance. On prévoit 1 heure de réunion.